Alors, coucou YouTube, vous allez bien? On fait la petite review relecture du chapitre 1090 avec la Ninette. Ouais. Ouais, et qu'est-ce qu'on va faire? Donc voilà, on va parler tout rapidement. Bon, par contre, en vrai, ce chapitre, Oda, il nous a fait une togashi. Il y a du texte à n'en plus finir. C'est... Et pourtant, non, mais il a réussi à concilier les textes avec de belles pages et tout. En vrai, c'est un très beau chapitre dans plein de sens du terme. Donc, c'est que des grandes pages. C'est que des grandes pages, etc. Il avait tard les choses à dire, le ref. Donc, écoutez. Il en avait gros sur la patate. Il en avait gros sur la patate, exactement. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, au lieu que, comme d'habitude, je dise tout, etc., on va un petit peu survoler, mais tranquille. T'as fait le coucou YouTube? Ouais, je l'ai fait. J'ai même dit coucou Ninette et tout, et t'as dit ah coucou, machin, où ça va, je sais pas quoi. Bah, oui, faut que tu sois là un peu aussi, là. Ouais, je suis là. Ah ouais. C'est vrai que j'ai pas capté, je t'avoue que je pensais pas du tout à ça. J'étais en train d'imaginer une vidéo, désolée. Ah non, ça y est, ça commence. Ouais, j'ai une idée de vidéo. Bon. Alors oui, Kizaru en titre. C'est vrai que ça veut tout dire et ça veut peut-être encore plus dire en fonction de la fin, vous verrez. Alors, ça commence avec Luffy qui, quand même, et il faut le noter, rentre en contact pour la première fois de sa vie avec un membre du Gorosei. Bon, moi déjà, rien que ça, je trouve ça marrant. Yo, salut, c'est moi, mon Kid Luffy, je serai le futur roi des pirates. Mais Luffy, mais qu'est-ce que tu racontes? Le docteur Vegapunk est à nous. Si vous tenez à la vie de York, virez tous les navires stationnés près des côtes. Alors déjà, Luffy, là, dans son acte, il confirme bien que tout ce que dit Morgans est véridique, ou est plus ou moins véridique. Parce que là, il est en mode, on le tient en otage, etc. Enfin, il passe vraiment pour un pirate sanguinaire et fou. Et alors, est-ce que les conséquences seront différentes pour autant? Non, parce que comme je vous l'ai dit, finalement, ça change pas tant de ce qui a été dit dans le journal. Machin et tout, avec York qui pleure en détresse, c'est quand même vachement marrant de voir à quel point, là, ouais, il passe quand même pour un méchant dans cet arc. Alors que lui, il a rien demandé à personne. Hein. Faut pas oublier que c'est quand même Vegapunk qui lui a dit... Déjà, ils viennent pour Vegapunk, la marine, donc c'est à cause de lui qu'ils sont dans cette merde. Et en plus de ça... c'est la faute de York, c'est lui qui voulait partir de l'île, bref, le gros bordel. Alors quelle bande de crapules, ils sont diaboliques et tout. Et là, t'as premier truc intéressant, moi je trouve, vraiment intéressant, c'est Morgan Big News avec Wepol et Vivi qui interceptent la discussion de Luffy avec le gouvernement. Donc déjà, outre le fait que BFM arrive à intercepter les émissions radio du gouvernement, moi, on n'en a pas parlé, Nina, on n'a quasiment pas parlé du chapitre d'ailleurs, tous les deux, donc on va pouvoir débattre un peu et tout, c'est cool. Mais pour moi, ça sous-entend que pour que Morgans intercepte ce qui se passe, tu sais, la discussion entre Luffy et le Gorosei, ça sous-entend qu'il est du coup entre Marie-Joise et Egghead et donc dans le Nouveau Monde. Et donc peut-être qu'il est même proche de Egghead, et ce qui peut signifier peut-être tu sais, un retour, pas un retour de Vivi dans l'équipage, quoique si, pourquoi pas en vrai, mais surtout tu sais, une rencontre. C'est ma théorie. Ah bah oui, bon. Moi, je sais pas t'étais. Mais en tout cas, voilà. J'avais dit même, c'était par rapport à Lily, quand on avait découvert Lily. Et j'ai dit, bah là, ça ferait une Oden bis avec Vivi qui souhaiterait connaître l'histoire de... Ouais, ça me plaît pas, ça. De ses ancêtres. Non, Oden bis, c'est pas Vivi. Oden bis, ça commence par Ya et ça finit par Mato. On n'en parlera pas, on ne va pas débattre dessus. Je t'assure. Ouais. Bon, en tout cas... Dis-toi quand même, ça se rapproche beaucoup plus. De Yamato dans l'équipage, bien sûr. Yamato, techniquement... Avec la fin du chapitre. Yamato, techniquement, elle a pas de passif réel avec l'Ancien Royaume. Contrairement à Vivi, qui, elle, en a véritablement un, tout comme Oden avec les Kozuki. Je dis ça, je dis rien. Oui, bon, d'accord, on verra. On verra. Bref. Gros bref, BRE2F. Let's go Vivi futur empereur. Une alliance Morgan Luffy. Bah tu sais que Morgan il aime vraiment beaucoup Luffy en vrai. Hein. Là il a fait passer un peu pour le monstre parce qu'il fait un peu ce qu'il veut, il contrôle tout lui en fait. C'est ça qui est assez fou. Donc mais il aime beaucoup Luffy et c'est en lui qu'il voit je pense le futur roi des pirates. Bon quoi qu'il en soit le Gorosei, qui est là en mode tuer Luffy au chapeau de paille, qui a encore envie à l'intérieur et ce compte Luffy bien sûr y répond, c'est sa crédulité légendaire, c'est ce qu'on aime. C'est vraiment ce qu'on aime. Alors on est, je vois avec ses petits doigts, alors on est 1, 2, 3, 4, genre vraiment. Et heureusement qu'il y a Robin du coup qui fait sa réapparition et qui explique à Luffy que c'est pas comme ça que ça se passe, etc. Bon, vraiment il était dans sa crédulité légendaire, c'était vraiment mignon de fou. Donc là, de ce côté-là, bon, on va parler de Robin un peu plus loin. Hein, mais, Croco, on garde tes questions, on y répondra juste après le scan, t'inquiète. Surtout qu'on l'avait en plus répondu un peu tout à l'heure, mais oui. Ensuite, donc là, t'as Saturne qui écoutait aussi la conversation, qui dit vouloir donc protéger 3 choses, York, Punk Records et donc le réacteur à fusion qui permet de produire un Mother Flame. Ouais, vous savez, la vidéo que j'ai faite en février sur le réacteur à fusion. Elle manquera pas une seule occasion. Vous savez, ma vidéo, vous allez la voir. Voilà, c'était la... C'est vrai pour le coup. Ouais. Attends, mais cette vidéo, je suis désolée. C'est normal
comprenez-moi, j'ai fait cette théorie sur le réacteur à fusion il y a 6 mois en arrière. Et du coup, ça se confirme dans ce chapitre et j'ai même pas eu l'occasion d'en parler sur ma chaîne. C'est une frustration. On comprend la frustration. Mais ouais, donc quand j'entends réacteur à fusion avec Vegapunk, forcément, je suis super frustrée et je suis obligée de le ressortir. C'est vrai. Désolée. Je comprends. Je te connais. C'est bon, j'arrête. Vas-y. Je te comprends. De toute façon, après, ça en reparle plus. Donc, si t'arrives à remettre le sujet sur le tapis, vraiment, c'est que t'es une forceuse là. Ok. Allez voir cette vidéo. Oui, vous pouvez, ça c'est vrai. Faut que je pense à la mettre. Kichi, tu peux aller la chercher et la mettre. C'est la cover, c'est Ener, Nika et Vegapunk. Ouais. Du coup, en plus, ouais. Saturne qui dit qu'il doit protéger les 3 choses, pour moi, c'est vraiment... Bon, alors York et le réacteur à fusion pour produire Mother Flame, ça va de pair, donc ça paraît logique. Mais il y a aussi quand même le Punk Records qui constitue le cerveau. Donc je me demande si du coup, si York, elle peut vraiment recréer le cerveau, recréer Mother Flame, tu sais, sans le cerveau. Peut-être elle a vraiment besoin de piocher dans les connaissances du cerveau pour... Tu sais que c'est un peu comme un cloud. C'est pas que ça. Le principe du cerveau de Vegapunk, c'est qu'il a réussi à emmagasiner tout son savoir dedans. Oui. Le Punk Record, il y a tout. Oui, mais ça comprend aussi sur tout, principalement son savoir sur le siècle oublié. Le siècle oublié, bien sûr. Du coup, qui est repartagé équitablement, normalement, ou non. Alors après, on le verra plus loin, mais apparemment, les satellites, et je sais plus si ça avait été dit avant ou non, les satellites, ils peuvent choisir quelle information est donnée au cerveau principal. Parce qu'en gros, la connexion de Shaka, Lilith et York, je vous donne que ces 3, la connexion qui se fait entre eux et à travers tout ça, ça se fait normalement à travers le cerveau qui agit comme une espèce d'antenne récepteur. Non, seulement si tu le connectes. Par exemple, j'ai une clé USB, t'as une clé USB. Et on va dire que Kichi... c'est l'ordinateur qui peut contenir la clé USB, qui contient où tu vas déposer les fichiers. Mais si moi ma clé USB, je dépose pas les fichiers sur Kichi, dans Kichi, je peux pas savoir. C'est vrai qu'attends, je me rappelle plus. Je crois qu'il nous avait montré comment marchait Punk Record. Et je crois qu'il disait que ils actualisaient les informations tous les jours. C'est ça, tous les jours. Alors attends, on va voir. C'est pour ça que je te dis, si elle le met pas à jour, si je vais pas mettre ma clé USB dans Kichi, c'est très bizarre de dire ça. Mais vous avez compris, si je mets pas ma clé USB dans Kichi, bah ça peut pas se mettre à jour les informations que moi j'ai cumulées. Ouais, c'est ça. Là justement, ils le disent, une fois par jour, ils synchronisent leur expérience et leur savoir via Punk Record. C'est pour ça que je te dis ça. Alors du coup, est-ce que pour autant... Alors, est-ce que York, je sais pas si du coup... Elle a pas synchronisé toutes ces informations. Ouais, mais est-ce que du coup le Mother Flame... Est-ce que le Mother Flame, il vient d'elle? Baiko, s'il te plaît, par pitié, tais-toi. Pourquoi t'aboies? Oh. Est-ce que le Mother Flame, du coup, il vient que d'elle ou est-ce qu'il vient de tous les Vegapunk? Est-ce que c'est un projet perso qu'elle a fait ou pas? Non, ça c'est le projet de Vegapunk. Mother Flame, c'est probablement Vegapunk, le vrai Stella, qui l'a fait. Mais comme ils synchronisent avec tous, ils savent tous comment ça se crée. À la différence oui, voilà, que donc ça a été synchronisé York, et du coup... Oui. Mais je veux dire par là, c'est comme le siècle oublié. Tous les Vegapunk le savent. Eh ben, ça dépend. Ça dépend si. Si, parce que York le sait, elle va le tirer après. Elle s'en fout, elle, des infos du siècle oublié. Donc c'est bien la preuve que tous les Vegapunk ont été synchronisés sur cette donnée. Mais ça fait vraiment de Vegapunk quelqu'un qui a encore vraiment beaucoup... Enfin, j'en parlais dans la review, je me disais, mais Vegapunk, la création déjà des satellites en elle-même, elle est hyper dangereuse. Parce qu'il leur a accordé une intelligence qui est similaire à la sienne. Et donc, en fait, il lui a accordé tout ce que lui il sait. Et il a accordé à 6 autres personnages son savoir. Et donc, tout le potentiel que ça peut créer de destruction et tout. Alors, donc, oui et non. Parce que même si York, pour moi, se défend de savoir comment ça marche, etc., il lui manque les compétences qu'il a en fait octroyées à Shaka, à Pythagore, à Edison. Voilà, c'est ça. Donc c'est quelque chose que même si elle peut savoir comment ça fonctionne, parce qu'elle a partagé ses données, elle n'est pas forcément capable de le reproduire pour... Exactement. Mais là, en tout cas, elle a dit que Mother Flame, elle était capable. Mother Flame, elle est capable. C'est pour ça que je te dis que ça diffère sur le reste. Je pense que c'est là la clé de Vegapunk. Le fait de partager ses connaissances, le seul qui les a tous, c'est lui-même. Mais les autres ont une fonction qui se décuple. Ah ouais. Dans leur domaine de prédilection. C'est ça. Donc voilà, bon, dans tous les cas, le Punk Records, je sais pas comment ils peuvent l'exploiter, mais effectivement, c'est là-dedans où il y a tous les trucs. Et de toute façon, dans tous les cas, pour moi, c'est clairement pour le siècle oublié. Hein. Oui, parce que même pour eux, ça doit pouvoir leur être utile d'une manière ou d'une autre. Et puis, au-delà de ça, c'est surtout pour... s'ils n'arrivent pas à détruire les poneglyphes qui recèlent toutes ces histoires du siècle oublié, etc., si ça, ils peuvent pas le détruire, au moins le Punk Records, ils pourraient peut-être le détruire lui. Et sauf s'il a fait un espèce de système
de défense. Tu sais, il a fait un truc, un cryptage façon justement poneglyph, tu vois. Genre, c'est très con, hein, mais que ce soit sur un disque, comme un disque mécanique, ou tu sais, comme un vinyle, et que le fait que ce soit limite, vraiment, c'est même pas une théorie, c'est un truc à la con, mais que toutes les informations du punk record sont inscrites sur un truc en granit, tu sais, en poneglyph, en pierre de poneglyph. Tu sais, que ce soit, genre, ça se lise avec une espèce de vinyle. Je pense que c'est crypté de toute façon. C'est crypté, oui, voilà. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que pour moi, le Gorosei, quand ils disent vraiment de ne pas sacrifier 3 choses, de ne pas toucher à 3 choses, quand ils parlent du punk record, c'est pour 2 choses particulières. La première, c'est parce que personne ne doit connaître le savoir qu'il a engendré, qu'il a emmagasiné sur le siècle oublié. Et la deuxième, c'est que quand tu as un cerveau qui a autant de connaissances, tu le perds pas, tu le jettes pas, tu le brûles pas. Il faut qu'ils aient ces données-là, elles sont beaucoup trop précieuses pour créer des séraphins, pour créer les fruits du démon artificiel, pour créer une armée, etc. Il a emmagasiné tellement de savoir utile pour la science, que du coup, il faut surtout pas le détruire. Toutes les avancées, c'est de lui. Hein. Les avancées scientifiques, tout ça, tu peux pas le perdre, parce que ça, même si demain, on n'a pas un scientifique à la hauteur d'un Vegapunk, on aura quand même un scientifique qui pourra traiter au minimum ces données et les reproduire. Quand tu vois, ne serait-ce que César Clone et Vince Mock, ce qu'ils ont été capables de faire, c'est dans leur domaine, c'est au moins du niveau de Vegapunk, ou du moins, ça peut s'en rapprocher, tu vois. Donc, c'est pour dire que des scientifiques de génie, même s'ils sont pas à la hauteur de Vegapunk, il en existe. Et si on a... Je vais même rajouter un argument de plus. Faut pas oublier que les scientifiques de l'Ancien Royaume étaient beaucoup plus avancés que Vegapunk. Vegapunk n'est qu'un, entre guillemets, plagieur. C'est-à-dire qu'il n'a fait que reproduire artificiellement la science de l'Ancien Royaume. Or, je pense que le Gorosei... Je pense pas quand même, tu vois. Bah si, parce que techniquement, les fruits du démon, ils appartiennent au siècle oublié. Les armes antiques appartiennent au siècle oublié. Or, aujourd'hui, Vegapunk ne fait que faire des fruits artificiels. Il n'arrive même pas à avoir le fruit parfait, comme il le dit. Il est perfectionniste, mais c'est pas que de la perfection en science. C'est qu'il n'arrive pas à faire exactement, à reproduire la même chose. Donc c'est la preuve qu'il n'a pas encore atteint la science de l'Ancien Royaume. Et là, ça devient intéressant. Parce que si l'Ancien Royaume a été détruit par le Gorosei, enfin par les 20 rois dont faisait partie le Gorosei, Im, etc., leur erreur, ça a été de détruire toutes ces créations, tout leur génie, toute leur science. Et je pense qu'ici, avec Vegapunk, ils veulent pas reproduire la même erreur. C'est un peu la métaphore, finalement, de ce qu'il y avait de base avec O'Hara, mais de la bibliothèque d'Alexandrie. C'est bien ça, avec tout le... Comment on appelle ça, l'incendie de... Oui, comment on appelle l'incendie? Ça s'appelle comment ça s'appelle? Putain, je me rappelle plus. C'est fou, je me rappelle plus du mot qu'on appelle pour... Oui, je vois ce que tu veux dire. Je l'ai pas aussi. Oui, voilà. Bref, mais en bref, t'as compris. Pour moi, ils ont éradiqué une technologie qui, finalement, ils essayent de reproduire et de récupérer maintenant. Exactement. Donc, ils ont fait cette erreur. Et pour moi, précisément dans ce chapitre, ils veulent pas la recommettre. Ils ont compris qu'ils l'ont fait une fois, qu'il faut pas le refaire avec Vegapunk. Parce que c'est une partie de ce passé. Autodafé, exactement. Ouais, et qu'ils veulent pas le reproduire avec l'erreur qu'ils ont faite par le passé. C'est ça. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Bon, on a déjà beaucoup parlé de ça. Au final, tout ça pour dire que oui, de toute façon, dans tous les cas, ils auront besoin de ce punk record, que ce soit pour pouvoir contrôler ce qu'il y a dedans, soit pour le détruire, soit pour reproduire certains trucs qui pourraient être disponibles sur cette base de données du coup géante. Hein. Concrètement, Vegapunk veut reproduire une sorte d'internet avec ça. Donc tout le monde y aura accès. La page suivante, du coup, on a quoi? Alors, il y a Rob Lucci là-bas, qui sont encore là-bas. Donc là, c'est l'admiral Doberman, il me semble. Ils sont encore là-bas, sans compter les autres membres du Cypherpol. Lui, en gros, Saturne, il explique que finalement, il s'en fout. Lui, il veut les 3 trucs principaux que veulent le gouvernement. Et que, du coup, il montre une fois de plus l'horreur que peuvent commettre les hautes sphères. Et que les humains ne valent guère plus que des insectes. Lorsque leur nombre diminue, ils se multiplient de nouveau. Alors, les humains, pour lui, oui, lui, c'est un dieu. Hein, faut pas oublier. Hein. Déjà, en plus d'être un dieu de la guerre, c'est littéralement un dragon céleste. Donc, ça ne peut être que là pour renforcer son aspect un peu divin. Alors là, il y a une scène, je sais pas si tu l'avais capté toi Nina, je pense que oui forcément si tu l'avais lu le chapitre, que j'ai beaucoup aimé, quand t'as York qui se met à
à faire la référence à Ohara, voilà c'est ça. Ouais. Et que Nami du coup protège. Ouais, c'est trop mignon, j'ai adoré. C'est très mignon et c'est surtout comme je disais dans la review, ça fait 2 fois que ça arrive. Une fois là ça avait été arrivé avec Rob Lucci quand il était KO, elle s'en était pris à lui, je sais pas trop pourquoi. Et moi je me demande en fait si Nami elle devient pas un peu plus, même si tous en général ne deviennent pas un tout petit peu plus protecteurs avec Robin, vu que c'est elle qui a subi la plus grande augmentation de prix, mais qu'elle a presque 1 milliard maintenant et que ça paraît logique, tu vois, qu'elle ait 1 milliard avec tout ce qu'elle sait, à quel point elle va être utile pour la suite. Mais du coup, je me dis, tu sais, ils ont l'air d'être un peu plus aux soins d'elle parce que ils se rendent davantage compte à quel point elle est précieuse et fragile, et, tu vois, même si elle reste, si elle a un beau potentiel de défense, elle a quand même. Et d'ailleurs, elle est blessée. Donc là, elle est blessée. Pour moi, j'avais 2 idées. La première, c'est que de base, il voulait aller dans le chapitre 1076, je crois, ou 17, je sais plus exactement. Il voulait, avec Atlas et Chopper, se rendre à un endroit où, d'après Atlas, c'était quasiment sûr où pouvait se trouver Vegapunk, qui avait disparu à ce moment-là. Et donc, on ne sait pas qui a trouvé finalement Vegapunk, parce que entre le chapitre 1079, qui a été la fin de Egghead, et le chapitre 1089, qui a été la reprise de Egghead 24 heures plus tard, ou je sais pas combien, et ben en fait, on ne sait pas comment Vegapunk s'est retrouvé à être enfermé, libre, prêt à partir, tandis que York était en position de force et se retrouvait là maintenant elle-même en toute cette partie de flashback, c'est vrai qu'on l'a pas. Voilà, du coup on sait pas. Donc est-ce que c'est pas Robin avec Chopper et Atlas qui a trouvé l'endroit où était Vegapunk, qui s'est battu peut-être avec York, ou qui s'est battu avec un Séraphin, tu vois, qui est venu la protéger. Et du coup je pense que c'est le seul truc, parce que je vois pas quel autre ennemi il pourrait y avoir, si ce n'est l'équipage de Barbe Noire comme d'habitude. L'équipage de Barbe Noire par contre, là c'est vraiment il y a une scène qui t'a fait penser à Barbe Noire ou pas, l'équipage de Barbe Noire, à part le truc de Bonnie, où elle était un peu chelou. Elle t'a pas paru chelou? Elle a paru chelou, mais moi, direct, instantanément, moi je l'ai justifié de... on en reparlera après, mais pour moi c'était en mode... Elle a vu ce qui s'est passé avec son père et elle a totalement pardonné à Vegapunk, parce que peut-être Vegapunk il a plus sauvé que anéanti. Donc on va en reparler de ça, mais yo Winnie et yo à tous ceux qui arrivent sur le chat d'ailleurs. Oui, et merci Tom. Merci. Et attends, je voulais juste répondre aussi à Avok. Il y a une subtilité quand même dans la phrase. Est-ce qu'il est réellement un dieu ou est-ce qu'il se considère comme un dieu? Alors moi, la seule chose que je pourrais te donner comme réponse, c'est que c'est dans One Piece. Dans One Piece, on te dit clairement que en réalité, il n'y a véritablement aucun dieu. Et que tu peux te dire que ce n'est pas un dieu de par ses actions qui réalise Saturne. Si tu sais que Saturne fait des mauvaises choses, on peut pas considérer ça comme un dieu, parce que comme dit Luffy, un dieu n'est pas censé faire du mal à ceux qui créent. Exactement. Et pourtant, si tu prends n'importe quel personnage de One Piece et tu lui demandes ce qu'est le Gorosei, si tu leur demandes leur statut, ils n'auront pas un statut d'humain, ils vont pas dire c'est des humains. On n'est pas des humains. C'est des dieux en fait. Au Ming, ils ne sont que des humains. Voilà. Donc c'est là tout le principe même de One Piece avec ta question. Et cette question, pour moi, elle est dans le One Piece. En fait, c'est à la fois. Non, il n'est pas un dieu, même s'il s'en considère. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'il est réellement un dieu? Oui et non. Et est-ce qu'il se considère comme un dieu? Oui et non, parce que c'est très métaphorique comme. C'est très subtil comme différence. C'est ça. Et la meilleure réponse, tu la trouveras avec Norlan quand il va pour couper le dieu, je sais plus comment il s'appelle, Kashigami. Non, je sais plus lequel. Ouais, c'est Kashigami. Kashigami, c'est ça. Tu le vois avec Norlan, il le dit, tu le vois avec Luffy. Bref. Pour l'instant, c'est marrant, mais il n'y a qu'un seul dieu, c'est Luffy, quoi. Voilà. Ok, du coup, on continue. Bon, voilà, pour certains, Robin, elle est plus ou moins en mauvais état. Et du coup, elle était en fait juste cachée derrière Zoro dans le dernier chapitre. On était là en mode, tout ça craint, ça se trouve, elle a disparu et tout. Non, elle était juste cachée derrière Zoro. Et en fait, quand on revoit le dernier chapitre, à la fin, on voit très bien que oui, en fait, pas qu'elle y était, mais on comprend mieux la scène, tu sais, davantage. Regarde, on voit ici, là, on voit Sanji qui part là à côté, on voit JB qui regarde à droite. Enfin, en fait, quand tu prends du recul, tu te rends compte qu'elle était juste derrière. Mais bon, pour moi, ça a fait parler un peu les gens pendant une semaine. Ok. Moi, je voulais juste intervenir sur un truc, un détail du chapitre. J'aime bien comment Oda fait la personnalité de Vegapunk. Il est totalement un scientifique. C'est-à-dire que... il est déconnecté du sociable et du c'est ça. Il est complètement déco des humains. C'est-à-dire que là, je sais pas si on se rend compte, mais il est juste spectateur du truc. Ouais, c'est-à-dire que tous ces autres Vegapunk,
tous les autres Vegapunk pleurent. Par exemple, tu vois Lilith. Ouais, Lilith avec pourtant, Edison. c'est pourtant la méchanceté, ouais. enfin la colère, machin. Voilà. C'est celle qui finalement pleure les Vegapunk. Tu vois Atlas, c'est pareil. Tu vois York qui se fait bully par Nami, et t'as Vegapunk qui s'en il est là, il est au milieu. Vraiment, c'est le même de John Travolta qui arrive là, qui est en mode. Ouais, il a qu'une envie, c'est de se tailler en fait. Et pourtant, je vous rappelle que c'est quand même ses personnalités, c'est des parties de lui. Ouais, c'est ça qui est fou, ce détachement qu'il a de en mode. Ça. En mode, finalement, c'est juste une erreur, tu vois. Oui, mais c'est vrai. Et c'est vraiment cette chose que j'ai vraiment appréciée dans ce chapitre, parce que ça rappelle, ça fait le transfert avec le Germa et Juge. Quand tu vois Juge qui hésite pas un seul instant à envoyer un... Ouais, mais surtout, je vous revois la scène, parce qu'avec les clones, ouais. Oui, voilà. Où il demande à ce qu'il fasse le barrage devant lui pour... Voilà, quand il combat Sanji, et qu'il n'hésite pas en fait à sacrifier un de ses clones pour pouvoir prendre l'attaque à sa place, et qu'il s'encarre un rein. Et ben là, on a vraiment un Vegapunk qui transpire le Juge. Et ça se voit qu'en fait, ils ont la même âme, ces scientifiques. Ils s'encarrent, ils veulent juste la science, la science, la science. Ils ont leur passion et genre, ils roulent. C'est très intéressant dans ce chapitre et que j'ai kiffé. Et je sais pas si beaucoup l'avaient remarqué, mais moi, en tout cas, c'est vraiment un truc qui m'a marqué dans ces pages. Bah moi, c'est vrai que, et ça fait d'ailleurs depuis un moment, hein, et même si, en fait, j'adore le personnage de Vegapunk, genre, c'est vraiment pas du tout une déception. On l'a attendu des dizaines d'années, et t'es pas là en mode, putain, j'aurais voulu que ce soit autre chose. Il est parfait, Vegapunk. Mais il est aussi détestable, je trouve. Il a ce truc où c'est dur de vraiment détestable dans le sens, dans ses réactions, tu vois. Il est pas humain, tu sais, justement. Et comme tu dis, Yandy, c'est peut-être justement parce qu'il les a plus. Et oui, sans doute une partie. Parce que là, il a quand même séparé 6 satellites qui viennent quand même de son cerveau, de lui. On sait pas encore trop comment il a fait, mais il les a nommés en fonction des émotions qu'ils ont. Donc c'est forcément qu'il a dû se détacher un peu de ses émotions. Et voilà, il y avait un truc que je faisais avec le rapport que je faisais avec York. York, elle veut devenir Tenryubito et tout parce que c'est la cupidité, etc. Elle veut vraiment devenir apparemment Tenryubito pour le confort que ça procure. Mais il faut savoir que Vegapunk, il a toujours eu un énorme aspect cupide parce que même s'il a un bon cœur, il va qu'à l'endroit où se trouve le plus d'argent. Il voulait pas rejoindre Dragon parce que son armée à la con avec des brindilles, elle se battait avec des bouts de bois. Il lui a dit, elle était pas totalement intéressée. T'as pas assez de thunes en fait. En plus de son côté, c'est normal. Lui, il a besoin de changer le monde. Et c'est pas avec les fonds qu'avait Dragon à l'époque qu'il pouvait changer quoi que ce soit. Là, t'avais le gouvernement mondial qui lui offrait tout. C'est la plus grande richesse. Donc vraiment, c'est vraiment un truc qui fait que je trouve ça moi fou que Vegapunk ait peut-être tout simplement dispatché toutes ses personnalités et qu'il en ait même, tu sais, que lui, il en soit presque vidé. Ouais, c'est totalement ça. En fait, c'est comme si, c'est marrant parce qu'il disait, tu sais, il parlait avec Kuma de l'âme, du poids de l'âme. Et finalement, en fait, tu te rends compte qu'il a pas tant d'âme que ça. Il a l'âme pacifiste, c'est-à-dire que lui, son projet a été toujours du côté des pacifistes. Ouais, c'est pour ça qu'il a rendre meilleur le monde et tout. Voilà. Mais finalement, il a cette partie des scientifiques. Un scientifique, c'est pro-science en fait, ça prône la science, mais les sentiments derrière, il faut que tu les retires. Et là, pour moi, c'est la caricature parfaite du scientifique à l'état pur. Et c'est vraiment ça que j'ai apprécié avec le Vegapunk, parce qu'il s'encarre un rein de ses autres Vegapunk, et je trouve ça dingue. Mais d'une certaine manière, en plus, tu sais, c'est vraiment presque, en fait, tu sais, t'as presque cette sensation qu'il veut pas voir ce que ses créations ont fait. Tu sais, il s'en détourne presque le regard en mode vraiment. Parce qu'il faut se rendre compte quand même de la dinguerie qu'a fait York, quoi. Enfin, c'est surtout que c'est quand même écrit 2 Vegapunk morts. Et 2 Vegapunk morts, c'est ça. 4 blessés graves. Et même York, elle se fait bully par Nami. Et il est là, regarde-le. Et il dit non, attends, j'ai vu sa phrase, je sais plus où elle est. Qu'est-ce qu'il disait? Là, il parle pas. Mais là, justement c'est le seul qui parle pas. Il est au milieu, il regarde. Il s'encarre. Et c'est quand même fou. Bah, je veux dire, moi, si demain j'avais des doubles de moi et j'avais placé ci ou ça, j'aurais forcément des sentiments, tu vois, pour voir que Lilith finalement n'est qu'un robot entre guillemets et qu'elle arrive en pleurer, comme Boa d'ailleurs qui a des sentiments, tu vois. Il est là et en fait. C'est génial pour lui parce que ça fait avancer la science. Mais c'est tout ce qui l'intéresse. Ouais, c'est ça. De savoir qu'elle pleure et que ça lui fait de la peine, il s'en tare. Encore une fois, Oda, il a réussi à faire une parfaite caricature d'un humain qu'on pourrait avoir dans notre monde, de comment il serait. Et genre, je veux dire, il le tient trop bien, tu vois. Et c'est vraiment
je sais pas, ça lui donne une dimension qu'on n'avait pas forcément vue dans One Piece parce que Vegapunk il a quand même beaucoup d'émotions, mine de rien, il a beaucoup d'expressions surtout. Mais ouais, là, au moment où il devrait le plus en avoir, t'as l'impression que finalement, il a été très choqué quand Shaka est mort par exemple. Mais tu vois, là on te dit juste Shaka est mort et basta. Alors que pour le coup, la scène elle était justement, je réponds à Arca, mais Vegapunk a fabriqué les satellites, pourquoi il les pleurait, il peut les refabriquer. Ok, ça sonne insensible, mais de son point de vue, c'est juste une astuce de faire semblable à des humains comme un tour de magie de point de vue du magicien. Et justement, c'est là tout le sujet de la science. C'est-à-dire que quand tu prends le Germa Double Six et quand Sanji parle, c'est là tout le problème de la science. C'est le problème de leur science à eux avec le clonage et tout, quoi. C'est totalement ça. Quand tu regardes, ça je l'ai expliqué dans une review, quand tu prends Bilka, ils ont bien créé des Spacey, ça s'appelle des automates, donc c'est bien des machines, des robots. Et pourtant ils étaient dotés de sentiments. Ils pleuraient, même avec Tsukimi, quand on le voit, ils l'ont enterré, ils ont voulu le venger. Ouais, donc ils ont véritablement des sentiments humains. Et puis ils les fabriquent comme des humains. Exactement. Donc c'est là que Oda, il pointe le problème de la science et il pointe le sujet des sentiments de robots. Qu'est-ce qu'on considère maintenant comme un robot? Est-ce que c'est que une machine à qui on donne des sentiments comme des humains et on ne les considère pourtant pas comme des humains? On s'en sert comme de simples robots, mais pourtant on veut les humaniser. C'est là tout le sujet principal et philosophique de One Piece avec la partie scientifique. Ouais. Et c'est pour ça que Sanji s'en est choqué et offusqué pour le Germa Double Six. C'est pour ça que là, ça me choque d'autant plus avec Vegapunk et que Oda pointe du doigt tout ça. Et c'est ça le sujet qui est intéressant avec ça. Et du coup, moi, je veux rebondir sur ce qu'il dit Killix, sur Franky pourrait se reprocher du fou de Vegapunk niveau intelligence, etc. Ce serait l'un des Nakama du Roi des Pirates. Ce sera l'auteur du Nakama du Roi des Pirates. Moi, je veux surtout parler du rapport que tu as fait avec Vegapunk. Quand, justement, on fait cette comparaison de à quel point, justement, la façon dont les vrais scientifiques les plus intelligents traitent leur création et qu'à finalement, elle est erronée, elle a tout sauf d'humain. Parce qu'ils créent quand même des êtres à qui ils donnent tous les sentiments. Ils donnent la peine, la douleur, ils donnent la solitude, ils donnent la faim, ils donnent tout. C'est donc assez dingue. Et Franky, étonnamment, c'est l'un des plus grands robots qu'on peut avoir finalement dans One Piece, l'un des êtres les plus à qui il manque le plus d'organes vitaux. Vraiment, tout est métal chez lui en fait. Pourtant, je crois que c'est le Mugiwara qui est le plus sensible. Oda, déjà à partir de ce moment-là, il a pointé à quel point finalement la robotique et donc on va dire le clone et tout ce qui peut déshumaniser finalement un humain n'est pas censé pourtant retirer toute forme d'émotion, tu vois. Et la preuve, ouais, avec les Spacey, c'était super intéressant ce rapport parce que même les dieux, enfin ceux de Bilka en tout cas qui les ont construits, sont partis en les pleurant. Et comme elle disait Nina, ils sont quand même redescendus sur Terre, les Spacey. Ils ont vengé Tsukimi qui était mort, avec qui ils s'entendaient bien. Ils sont remontés là-haut. Ils étaient dégoûtés et ils repleuraient d'avoir échoué. Enfin, c'est. En fait, vous vous rendez même pas compte à quel point ce sujet-là avec l'arc des Ged est d'autant plus prenant. C'est-à-dire que Vegapunk peut créer des robots qui sont dotés de sentiments, etc. Sauf que les humains ont aussi été créés par quelque chose, par quelqu'un. Et à cette époque, ça veut dire que dès lors où ton créateur crée quelque chose, on peut se dire « Ah bah j'ai créé un humain, donc je peux m'en servir », d'où l'esclavagisme, d'où tout ça. Lui, quoi, ouais. C'est exactement ça. Donc c'est là où tout le sujet de la liberté revient. Est-ce qu'ils sont vraiment des robots? Quand tu vois Boa pleurer ou être timide, ou avoir des sentiments, pour Luffy, ou comme le dit Zoro quand il fightait Mini Mihawk, il lui disait t'es encore plus humain que Mihawk au final. Donc c'est vraiment, là on est au cœur du sujet de cette est-ce que les robots sont... Voilà. Est-ce qu'une création, parce qu'on appelle ça des robots parce que c'est leur nouvelle forme, mais ça peut partir sur les humains, sur les hommes poissons ou toutes les races qu'on a pu voir. Est-ce qu'on peut se dire que dès lors où quelque chose est créé, sous prétexte qu'il n'est pas comme nous, mais qu'on le dote de sentiments, etc. Donc pour nous, bah, c'est rien que des machines, des esclaves, on en fait ce qu'on veut. Et là, c'est pour moi tout le sujet de Vegapunk. Pourquoi il est très intéressant ce personnage avec l'arc des Ged. C'est ça. Voilà, j'ai fait ma philosophe, désolée. Non, mais c'est vraiment un bête de sujet philosophique pour le coup. C'est pour ça que je voulais trop m'arrêter dessus, parce que je trouve que c'est vraiment... Et puis il est vraiment trop beau, il est toujours... c'est encore un des sujets qui est
un des sujets un peu tabous, etc. Et très finalement dans l'air du temps actuel. Là, demain, on nous implante un robot qui a des émotions avec une IA hyper avancée ou peu importe, tu vois. Mais genre, demain, on nous fait un clone, on vous fait un clone de vous qui réagit exactement comme vous. Ou non, on prend un exemple de quelque chose qui va être plus proche de vous, mais imagine, il y a un clone de votre mère et elle est tout pareil qu'elle. Tout pareil, les émotions, pourtant vous savez que c'est pas elle. Eh ben, vous allez voir si vous pourrez réagir comme le fait Vegapunk là. Ouais, c'est trop chaud. Donc, ouais. C'est un scientifique à l'image de Juge. Mais il est parfait. Il est parfait. C'est parfait, voilà. Bon, du coup on va passer à la suite parce que là franchement, mais en même temps j'avoue que c'était trop intéressant. Ces parties elles étaient vraiment ouf. Ça fait du bien d'en parler même d'ailleurs. Ça change de tout ce qui est combat, puissance ou même théorie finalement parce qu'il y a rien de théorique dedans. C'est ouais. Du coup là qu'est-ce qu'on voit? Alors oui il y a bien donc 2 Vegapunk qui sont morts, 4 blessés graves. Les 4 blessés graves on sait pas qui c'est. Est-ce que c'est vraiment Robin ou quoi? Bon on s'en fout. Il y a Kaku sans doute qui est considéré comme blessé grave. Je sais pas. Après faut pas oublier que eux ils ont des zones normalement. Ils sont censés bien se remettre assez vite. C'est vraiment le comment on appelle ça, le propre du Zoan qui est d'avoir une grande endurance. Qu'est-ce qui se passe Lucci? Alors je parle seul. Lucci apparemment on va voir plus tard que ces petites zones cases. Balance. Voilà, la balance. Alors il y a Usopp qui est en contact direct avec les membres du Cypherpol qui étaient en bas prisonniers par York et qui sont libérés donc qui peuvent manger etc. Donc très belle scène qui peut évidemment ne pas vous faire penser à celle du G5 avec sur Punk Hazard quand les Mugiwara ont aidé Smoker etc. Bref je crois que c'était une de mes scènes préférées de One Piece quand la frontière entre les pirates et les marines, tu sais il avait bien creusé en mode les gentils et les méchants et finalement quand il y a eu la bouffe etc. Et c'est pareil finalement Oda encore une fois il te montre à quel point la nourriture, et ça va faire plaisir à Nina, rapproche les gens, les banquets et les choses comme ça, la bouffe, c'est le truc qui va faire en sorte que tout le monde sera assis à la même table et qu'il n'y aura pas de problème. Donc ouais, très belle scène. Et tu peux même rajouter un truc avec cette scène et même rebondir avec Punk Hazard. Quand tu vois que, comment il s'appelle, Sentomaru, il a été redevable envers Vegapunk parce qu'il l'a aidé à un moment donné. Il l'a sauvé. Et c'est souvent ça dans One Piece. La personne qui te sauve, tu lui es redevable, donc tu lui en dois une, donc etc. Là, c'est tout le principe de savoir, dans cette grande guerre qui va se produire, ou celle qui se produira selon moi à la toute fin après Laftel, qui va rejoindre forcément les Mugiwara à ce moment-là. Seront-ils capables, après des événements comme ça, à mordre la main qui les nourrit? Exactement. Donc forcément, là, vous êtes en train de voir la composition des marines qui vont rejoindre des agents du Cypherpol, du gouvernement. Exactement, qui vont rejoindre l'alliance de Luffy à la toute fin, quand il y aura la grande guerre, qui vont opposer le gouvernement face aux Mugiwara. Pour moi, c'est vraiment le foreshadow en plus encore. Ouais, je pense aussi. Et d'ailleurs, c'est très ambigu ce qui se passe du coup avec Lucci. Est-ce que on va en reparler plus tard parce que c'est vraiment là où, enfin, en vrai, on peut déjà en parler maintenant vu que Kizaru explique que c'est ici parce qu'en vrai, autant faire la suite. Kizaru explique à ce moment-là que mais putain. Ah oui, excusez-moi parce que ils sont trop chiants. Mais il manque des pages. Ah non, ok, parce que manga plus. Ça bug, manga plus. Mais quoi? Mais attends, il manque des pages pour de vrai. Mais c'est donc une vérité. Tu réactualises. Non. Oh l'enfer. Ouais, elles sont désorganisées. Parce que tu sais pourquoi? Parce que t'as fait des zooms. Non, c'est pour ça que je te dis, si, quand tu fais des zooms, les pages, elles s'embrouillent. Donc réactualise et zoome pas. Mais là, j'en ai pas fait normalement, c'est ça qui est bizarre. Donc, si, tu l'as pas vu, mais moi je l'ai vu. Ok, là j'en ai fait à l'instant, mais parce que justement, bon, en tout cas, bref. Chouchou Kilix. Ciao, bonne soirée à ceux qui partent et yo à ceux qui viennent d'arriver. Du coup, bon, alors pourquoi on parlait de Rob Lucci? Parce que là, on apprend que par Kizaru qu'il a envoyé toutes les informations dont ils avaient besoin. Le tout est de savoir, est-ce que Rob Lucci a donné des vraies informations, ce qui semble être le cas, parce que là il dit que des vérités. Est-ce que c'est le cas ou est-ce qu'à ce moment-là, Rob Lucci va agir comme normalement n'importe quel antagoniste qui sera allié à Luffy, c'est-à-dire agir comme un futur allié? Moi je trouve que Lucci est un cas un peu spécial, un peu à part. Il est difficile à cerner, je trouve, plus que les autres. Il parle moins en fait. C'est un personnage qui parle beaucoup moins, il est moins expressif que tu vois qu'un Crocodile ou quoi, qui a par exemple qui est allé sauver Luffy à un moment ou sauver Ace, etc. En fait, après que Luffy et Zoro ils aient sauvé quand même Kaku et Lucci, au final là ils leur sont redevables. Là c'est vraiment, on voit ce plan là montre quand même
normalement, les ennemis du gouvernement face au gouvernement. Et pourtant, Rob Lucci et le Spice Zero en fait partie. Et surtout là, avec ces agents du Cypherpol, ça appuie davantage le fait que normalement, en théorie, s'il n'y a pas d'erreur là-dessus, Rob Lucci est censé être plus du côté de Luffy que l'inverse. Et que donc, peut-être du coup, ce qu'on voit, c'est pas forcément une vraie info, c'est peut-être plus un fake ou quelque chose qui a tendance à les mettre dans un piège. J'espère en tout cas. Sinon, après, ça pourrait être intéressant. Enfin, en fait, c'est juste que Rob Lucci, ça serait quand même bizarre de lui de se faire sentir juste comme un toutou du gouvernement, alors que c'est exactement ce qu'il reproche à Akainu, tu vois. Je sais plus si c'était dans Gold ou quoi qu'on avait eu cette interaction. Pour moi, Lucci, je le vois beaucoup comme Smoker. Je sais pas pourquoi. Ouais. J'ai Le l'impression qu'il smoker va me du faire gouvernement. Ouais, je le vois comme pas Smoker en lui-même par rapport au gouvernement, parce qu'il les déteste un peu comme Garp. Ouais. Mais Lucci, il est beaucoup plus fidèle au gouvernement. Mais plus dans cette action, j'ai plus l'impression qu'il va faire une Smoker. De se poser une question à un moment donné fondamentale. Ouais, se dire, est-ce que je suis la bonne voie en vrai Voilà, exactement. Après, lui, il a peut-être moins de principes que Smoker. Pour le coup, Lucci, c'est plus un Quand tu sanguinaire. connais son enfance, le mec, il est sans pitié, quoi. Voilà. Mais je pense qu'il y a quelque chose derrière. C'est pour ça que lui, c'est un peu compliqué de le cerner. Parce que justement, il est tellement sanguinaire. Donc oui, vraiment, c'est un peu complexe. Bon, du coup, reste à voir. Est-ce que Lucci sera le futur? Parce qu'on l'a quand même vu avec un bon fond quand il avait sauvé un village des pirates Tulip ou je sais plus quoi, là, dans la mini-aventure du CP. Ouais. Est-ce que, du coup, il va devenir le nouveau chef de ces agents du Cypherpol qui vont peut-être devenir un néo-gouvernement je sais pas. Mais ouais, très intéressant. J'ai hâte de voir ce que va devenir Rob Lucci là-dedans. Là, on arrive à la partie du Séraphin. Alors là, c'est une partie très très cool. En fait, on apprend que le Cypherpol flippe un petit peu d'être à côté des Séraphins qui sont pour le coup, j'avoue, assez flippants. Surtout là, tu vois, le jeu de Mihawk avec l'épée et tout. Ils ont trop de classe tous. Ils sont fous, vraiment, le design des Séraphins. Autant... Tu sais, je les avais pas vus. Quoi? J'avais juste lu... Oui, parce que comme c'était une page double, j'avais lu le texte, puis je les avais pas vus dans les bulles. Oh non, tu vois pas comment ils sont pipou? Regarde-moi ça. Non, j'avais pas vu. Et il faut voir qu'ils se sont pris des trucs de fou. Des King Kong Gun, des Kong Gun de Luffy en Gears 4, des Rankyogan de Lucci, de Kaku, des Rankogu Onigiri de Zoro. Ils ont rien. C'est vraiment c'est monstrueux ce qu'il a fait. S'il a une petite égratignure Jinbei. Ouais, mais c'est tout. Bah là c'était Sanji avec son Ifrit quand même. Il était dans sa forme la plus puissante en gros. Incroyable. Bon, quoi qu'il en soit. Alors, j'avais pas vu, putain, c'est fou. J'ai raté ça. Alors là, du coup, on apprend qu'ils sont enfermés dans une bulle qui. Attends, t'as bugué. Starlink. Allô. C'est bon. Ok, c'est bon, vous m'entendez? Ok. Donc du coup, on apprend qu'ils ont été enfermés dans une sorte de bulle fabriquée avec l'énergie de la mer. Donc ça a l'air d'être... apparemment, c'est les mêmes bulles qu'ils utilisent pour les Pacifista Mark III. Alors, on apprend que... Enfin, je pense que c'est le bubble gun qu'utilisait Lilith à l'époque face à S-Snake, le séraphin de bois. Attends, parce que je crois même pas que j'ai vu cette page. Celle-là, là, que je... Ouais, j'ai vraiment l'impression que je l'ai pas vu. Bon, bah j'ai pas lu le texte. Bah, dans tous les cas, j'étais pas au courant de la bulle, en fait. Bah, en fait, on apprend que c'est du granit marin, mais presque sous forme liquide au final, tu vois. Intéressant ça. Voilà. Donc c'est une nouvelle invention de Vegapunk qui fait que ils ont un Vegapunk, un granit marin en forme liquide, plus malléable et qui peut être en forme de bulle ou du coup, tu sais comme tu te rappelles les Pacifista dans le chapitre 1074 quand ils avaient un bouclier, bah c'est ça. Donc voilà. Je suis étonnée qu'il ait pas doté Khalifa de ce pouvoir. Comment ça? Bah réussir à mélanger la composition du granit marin avec un fruit du démon comme le truc du savon de Khalifa. Ouais, après peut-être ça serait ouf. Ouais, parce que dis-toi qu'elle serait à la fois immunisée contre le granit marin et à la fois elle pourrait jeter du granit marin sur les gens. C'est ouf. C'est fou. Ah non, mais totalement. Après, on sait pas trop d'où il tire ce pouvoir. Est-ce que c'est... Bon, je vais dire un truc trop con, mais ouais, je sais pas. Non, Kitty. Mais non, mais je sais pas. J'ai pas vu cette page. J'ai pas vu les boules, là. Je sais pas c'est quoi cette histoire de granit. Bon, elle y était pas, moi, le truc. Là, après, on sait pas trop. On n'en apprend pas plus que ça, si ce n'est que je trouve ça giga fort. Ouais, c'est intéressant. D'autant que tu sais que les îles Célestes possèdent en plus ce principe de bulle, tu sais, avec même les îles Weatheria. Ouais, mais surtout Weatheria, tu sais que les bulles qu'il cultivait dans le champ là. Oui, voilà, c'est ça. Donc je me demande si finalement Nami ne va pas avoir
le pouvoir des bulles comme ça. Avec genre une avec le modification granit. avec son climatact. Oui, c'est ça, Bah, ouais. j'avoue que là, C'est intéressant. normalement, cet Arcade Head aurait été le parfait moment pour upgrade tous les accessoires Chaque des Mugi. Mugiwara. Que ce soit Ouais, je suis les armes ouais. d'Usopp, l'arme de Nami, Ouais. que ce soit le bateau, que ce soit Franky, que ce soit... Et là, ça serait intéressant parce que vu qu'elle fait des bulles avec son climatac, Parfaitement, ouais. et surtout qu'elle a une bulle spéciale, faut pas oublier qu'elle a récupéré sur Weatheria. Tu sais, une boule destructrice là, je sais plus comment on l'appelle, la Weather Ball, je crois. Ouais, je crois que c'est Weather Ah, je Ball. sais plus. C'est un truc Bah, que je sais qu'elle fallait faisait pas une bulle prendre. de chaleur. Ah ouais. Ah oui, ouais. Ouais, c'est vrai, Ouais, peut-être. c'était la Weather Ball. Et je me dis, s'il y a un truc à mélanger entre la Weather Ball et ça, t'imagines le Ouais, truc? parfaitement, Ce parfaitement. serait bien sûr. oufissime, non? Totalement. Donc voilà, bête de trucs encore. Qu'est-ce qui est intéressant? Alors là, on a une partie qui est très intéressante. Je crois que celle-là, tu l'as lu. On va l'appeler Boa, hein, parce qu'on va pas dire Snake à chaque fois ou Séraphin. Ouais. Boa qui dit que de toute façon, il n'avait pas reçu l'ordre pour éliminer les agents du Cypherpol. Donc ils sont bien dotés de paroles, ça y a pas de souci là-dessus. Ils sont bien dotés d'une conscience et ils sont aussi dotés, surtout pour la petite Boa S Snake Séraphin, ils sont aussi dotés de certains sentiments. Parce que la Vas-y, petite dis-moi. Putchoun, Franky donc explique que il est bien content d'avoir été, il lui est reconnaissant de l'avoir dépétrifié. Et Vegapunk qui se pose la question, bah, c'est bizarre, je sais pas programmer ça. Et effectivement, regardez là, cette petite bouille, elle se souvient de un certain Luffy qui lui fait « Et Hancock, ce sont mes amis, il faut que tu annules ton pouvoir, tu es la seule capable de les sauver, je t'en supplie. » D'accord, je vais le faire, mais arrête de me regarder droit dans les yeux. C'est trop mignon. C'est trop mignon. Ça, Mon faut avouer, Dieu. c'est le petit fan service en vrai. Mais fan service, mais pas tellement. Parce que du coup, bah attends, là il y a la suite. La vraie Hancock est pareil, elle a un caractère épouvantable, sauf avec le fils, qui est bien vrai. Et c'est une particularité que Vegapunk apparemment n'avait pas prévue, puisqu'il dit que c'est intéressant et ça doit faire partie des informations qui se transmettent avec le facteur de linéage, donc lors de la fabrication de clones. Donc le facteur de linéage, c'est concrètement l'ADN. Hein. C'est l'ADN qui a été utilisé pour créer et moduler Snake et tous les autres séraphins. Donc là est toute l'explication de pourquoi elle a un petit sentiment envers Luffy. Donc c'est la preuve que même les sentiments se partagent. Exactement. Et que ça les rend encore d'autant plus humains. Donc les clones ne sont jamais vraiment des clones. Ce sont pas des robots. Voilà. Mais là où je me posais la question, c'est est-ce que ça va jusqu'à partager leur passé, leur passif, leur douleur, est-ce qu'ils ont des tu vois, bribes, qu'ils des ont trucs subi. comme ça, ouais, voilà. Comme Ouais, on dit souvent que l'ADN recèle des informations et vous savez des traumatismes ou quoi que ce soit. Je crois que ça a déjà été des cas d'études assez sérieux mine de rien. Je crois qu'il y a vraiment quelque chose là-dedans. Après, je veux pas dire de conneries, je veux pas m'avancer parce que ça peut très vite. En fait, je dis ça surtout parce que c'est intéressant de savoir si elle partage aussi le passif, les sentiments passifs de Boa, elle peut partager sa douleur, et si elle partage sa douleur, ça devient beaucoup plus intéressant par rapport au Gorosei. Parce que comme on le sait, Boa a le passif d'avoir été esclave des dragons célestes. Ouais. Et sachant que les Gorosei sont liés aux dragons célestes, comment Boa va réagir face à Saturne? Est-ce que ça va lui déclencher le flashback? Sachant que, pour rebondir sur ça, normalement, le Gorosei sur place est censé avoir la priorité, même au-dessus de Vegapunk, je crois. Oui, non. Oui. Ils sont au-dessus de Vegapunk. C'est pour ça que je te dis ça. Je te dis comment elle va réagir au moment où Saturne va lui dire tu fais ça, sauf que admettons qu'elle peut partager les douleurs du passé. Si elle peut partager les sentiments, est-ce qu'elle partage les douleurs? Et si elle partage les douleurs, est-ce que ça peut lui créer un flashback ou enfin quelque chose qui va la repousser en disant non, je peux pas faire ça. Même pas un souvenir, mais une sensation. Voilà, une sensation de j'ai peur, ce mec me fait peur, il dégage quelque chose que je j'aime pas, je veux pas quoi. Et c'est là où ça va devenir vraiment intéressant, où ils vont avoir une sorte de libre arbitre. Est-ce que les séraphins vont être capables d'avoir un libre arbitre à un moment donné, sachant qu'on l'a vu qu'ils en ont déjà eu un avec je sais plus quelle scène avec Lucci. Chose qui est censée être. Oui, en plus ils sont montés. Ouais, mais là après c'était pas vraiment un libre arbitre parce que du coup il y avait quand même York, ouais. Donc, mais là, ça reste quand même la preuve quand même, tu vois, parce qu'évidemment, on apprend qu'ils ont vraiment des émotions, ils ont vraiment une conscience qui leur est propre. C'est pas des robots que tu pilotes juste avec une manette, tu vois. C'est vraiment des vrais clones, de vrais clones. Le seul truc qui diffère avec le reste, c'est ils peuvent être contrôlés. Mais ça reste une télé en fait. Une télé, elle peut se contrôler avec une télécommande, mais s'il y a plus de piles dans la télécommande, la télé, elle continue quand même de fonctionner, tu vois. Donc là, c'est à peu près le même style. Ouais, mais tu humanises pas une télé. Tu lui mets pas des données humaniques.
mais tu vois ce que je veux dire, c'est la métaphore du truc. Ouais, c'est pour ça que ça devient vraiment intéressant, ça. C'est de me dire, est-ce que Boa, quand elle va être face à Saturne, est-ce que finalement, il n'y a pas quelque chose qui va se connecter dans sa tête? Je suis en train de me bousiller mes doigts pour faire ça. Et du coup, faire en sorte que elle a une peur, quelque chose qui la bloque, et qu'elle arrive à avoir un libre arbitre et réussir à casser le commandement le code du Colosseum. Et ça, ce serait incroyable de voir un des séraphins dire non, en fait. Bah, moi, il y a deux choses sachant qu'elle partage, sachant qu'elle partage le côté esclave, je te le rappelle avec 3 d'entre eux, et c'est ça qui est d'ailleurs étonnant dans ces séraphins, c'est que Kuma a été un esclave, on le sait, des dragons célestes quand il était enfant, sachant que Kuma est enfant, Boa a été esclave quand elle était enfant, et je vous rappelle que Jinbei est un pirate du soleil et a connu l'esclavagisme de par la race dont il est. Donc là, on a quand même 3 séraphins qui font partie des esclaves des dragons célestes, entre guillemets, avec Jinbei, mais il reste que Mihawk, et du coup, je me demande même si Mihawk, finalement, n'en a pas été un. Bah, c'est ça sur quoi je voulais justement rebondir, parce que, en fait, ce que je voulais dire, c'était déjà, pour ce qui est donc des commandements des séraphins qui peuvent se briser, je pense que les séraphins, maintenant qu'ils sont créés, maintenant qu'ils sont là, qu'ils ont des sentiments avec lesquels on s'attache, nous aussi, finalement, ça a été montré avec la scène de Hancock, hein. Tout le monde va s'attacher à elle. Je peux te le dire. Il y a du Nika dans l'air. Hein. Bah là, je sais pas s'il y a peut-être des nuages. Allô, c'est bon? Ok. Vous m'entendez? Ok, je reprends vite avant de perdre le truc que je voulais dire. Je disais que pour moi, à la fin de One Piece, en gros, si les séraphins sont destinés à rester au moins jusqu'à la fin, il faut absolument qu'ils soient... C'est des esclaves en fait. En quelque sorte, c'est des esclaves et il faut que leur chaîne soit brisée à ce moment-là. Donc, à mon avis, le commandement des séraphins, il va très vite sauter à un moment ou l'autre. Et c'est nécessaire en fait. Il n'y a pas de sens à ce que, à la fin de One Piece, quand l'esclavagisme doit être aboli, des séraphins encore qui existent et qui soient là à écouter comme ça. Il y a ça. En fait, j'aimerais bien une scène gore là-dessus. Ouais, mais toi, c'est pas étonnant. Non, mais c'est vrai, j'aimerais bien une scène gore où tu vois vraiment un séraphin se couper quelque chose pour enlever la puce. S'enlever genre une puce, ouais, ok. Ouais, ce serait vraiment intéressant qu'il brise sa puce. Mais j'aime ce côté où le séraphin a une propre volonté, d'où le principe de la volonté du dit, etc. Qu'ils aient une volonté propre. Je te rappelle que c'est pas n'importe qui qu'on a en face, parce que la Boa, elle est détentrice du Haki des rois, hein, je le rappelle. Là, donc on sait pas si tout est de savoir si elle a ou pas aussi, du coup. Est-ce que ça passe vraiment par l'ADN, et du coup on pourrait savoir si les utilisateurs de Haki des rois et leurs gamins l'ont aussi. Mais oui, ça c'est totalement intéressant. C'est pour ça que pour moi, là, le fait qu'il est placé comme par hasard 3 esclaves, enfin, c'est pas anodin que de l'autre côté, ceux qui ont comment on dit, l'ascendant sur la plus de commandement, ce soit le Gorosei avec les dragons célestes. Enfin, ça colle parfaitement et j'aime cette idée. Voilà, j'ai posé ma théorie. Si ça se réalise, tant mieux. Voilà. Moi, le truc sur quoi je voulais rebondir, c'était sur le cas de Mihawk esclave, du coup. C'est exactement ce que j'allais dire en fait, parce que quand on voit maintenant qu'ils réagissent un peu comme réagiraient leurs originaux, le fait que ce soit le seul déjà à prendre la parole, et tu sais, en mode ils ont osé nous enfermer là-dedans. Alors c'est à la fois, tu sais, ça fait un peu noble, tu sais, ça fait un peu comme réagirait comment il s'appelle, Steady, tu sais, avec ils ont osé nous faire ça, tu vois. Ça fait à la fois très noble, et ça fait à la fois, tu sais, genre peut-être un peu en mode trauma, un trauma qui à travers les gènes d'avoir déjà été enfermé, d'avoir déjà été sachant que en fait Mihawk, quand on l'a vu gamin, il était déjà escrimeur, mais il était surtout c'était un nu-pied, quoi. Mais il avait on dit des harpinants, tu sais, les vêtements abîmés, des hauts. Je me rappelle plus comment on appelle ça, pas les harpies, les haillons. Des haillons, voilà, c'est ça. Voilà, des haillons. Il avait des haillons, donc c'est vraiment pas quelqu'un qui vient de la haute société, hein, clairement. Non. Ils nous ont mis vraiment 4 personnages qui ont connu la décadence quand ils étaient petits, quoi, vraiment la merde atomique. Ouais. Et donc, quand tu les vois face à des dragons célestes qui sont leur opposés, je trouve que c'est très intéressant qu'il ait mis le quatuor comme ça, au lieu de mettre plutôt un Doflamingo, tu vois. Il a bien choisi ses persos. Alors, je viens de remarquer 2 choses. Alors, une chose particulièrement, mais en tout cas pour ce qui est de ça, oui, moi je suis d'accord sur le fait que peut-être du coup Mihawk, là on peut remarquer que ça serait lui aussi un ancien esclave d'une façon ou d'une autre. Mais je viens de remarquer un truc que j'avais pas du tout fait gaffe, et je viens de le voir que maintenant. Est-ce que, alors c'est peut-être une erreur, ou c'est peut-être genre moi j'ai mal vu, mais Nina, y a rien qui te choque? Attendez, même vous, le chat et tout, attendez, je vais juste enlever ça. Ouais. Y a rien qui vous choque? Je la vois pas en grand, la photo, par contre. Ouais, envoie-moi la page comme ça. Ah non, attends, je vais la rechercher.
Il n'y a rien qui vous choque au niveau de cette page, surtout celle de là-bas, là, la petite case à droite. L'épée, non, c'est pas l'épée. Attends. Je vais la regarder, je la vois pas. Attends. Mode lecture, en page, je descends. Ouais, on est d'accord. Hein. Vas-y, le chat a trouvé. Ah, mais voilà, mais tu vois, moi j'ai pas sur le site où je suis, il n'y a pas la page. Ah bah pas du tout. Moi la page elle est complètement foirée. Ah, attends, je vais aller sur Manga Plus. Tu peux m'envoyer le lien s'il te plaît? Ouais. Bah, au pire, je t'envoie juste le truc. Ou tu veux le lien en entier ou tu veux. Non, juste la page, ça me va très bien. Ok. Tu m'envoies juste la page. Tiens. Ouais, regarde pas, vous l'avez dans le chat, hein, mais. Merci. Je sais pas ce qui s'est passé là, j'avoue que. Me dis rien. J'avais pas fait gaffe, c'est juste là maintenant. C'est fou. Est-ce que c'est une erreur ou pas, vous pensez? Vous pensez Ah ouais, je l'ai vu direct. Ouais, c'est quoi? C'est ça? C'est quoi? Là, il manque un bras. Ouais, c'est ça. Il s'est fait couper un bras. Mais parce qu'en fait, ouais, est-ce que c'est le coude? Alors du coup, au début, c'est ce que je pensais, je regardais et j'ai regardé sur l'autre... Merde, désolé. J'ai regardé sur l'autre page et on voit pas du tout le bras qui rentre. Donc en fait, on a l'impression que là, il a volontairement... En fait, là, il a laissé sous-entendre que le bras était coupé. Et là, il a volontairement coupé cette partie pour pas qu'on voit son bras. Donc le coude plié, vous pensez... En vrai, peut-être c'est que ça. Hein. Mais ça fait vachement bras coupé pour le coup. T'es encore là, Nina? Oui. Ok, j'ai cru que j'avais bugué. Ouais, j'ai flippé. Non, c'est bon, je suis là, pardon. Bon, en tout cas, voilà. Oui, je suis d'accord, ça fait très bras coupé. Très bras coupés. Qu'est-ce qu'ils sont pipous, n'empêche, c'est fou. Ils sont trop stylés. Pliés, trop magnifiques. Vraiment. En vrai, on verra la prochaine fois qu'on les verra justement, mais ça fait très bras coupés. Bon, ok. Là, on a vu ça. Ok. Et là, du coup, bon, on continue, hein, parce que quand même, t'as Luffy qui remercie Hancock. J'ai bien entendu que tu m'aimes, donc c'est vraiment la même. Elle est trop pipou. Vraiment, c'est fou. Alors, qu'est-ce qui se passe là de ce côté? Alors, Stella, le système de communication est rétabli et pourtant le dôme frontière refuse toujours de s'ouvrir. York explique qu'elle a mis en fait un mot de passe, un code secret, qu'elle n'a pas synchronisé avec son cerveau, donc ça a été ce qui a été fait avec un jour. Elle a fait ça un jour et elle n'a pas synchronisé avec le cerveau comme on disait par ailleurs. Lilith qui en perd son sang-froid, hein, logique. Ce code me protège et le gouvernement mondial aussi, pardon. Ok. Là, il y a le fait qu'elle ait faim. Alors, le fait qu'elle ait faim, c'est assez marrant. Est-ce qu'elle va nous faire un truc à la Big Mom? C'est-à-dire que, tu sais, elle va avoir tellement faim qu'elle va en perdre presque tous ses moyens, vu qu'elle est habituée à manger de grands trucs. Et elle, mais aussi les autres Vegapunk, c'est ce que je me suis dit. Parce qu'on avait vu que ce soit Pythagore ou Edison, ou même Atlas, il me semble, quand ils avaient faim, en fait, ils avaient besoin de sucre qu'elle allait emmagasiner, comment elle s'appelle, York, pour justement manger. Alors, est-ce que eux ils peuvent manger? Ou est-ce qu'ils le faisaient? Ils ont créé York juste parce qu'ils n'avaient pas le temps. Non, c'est bon. Parce que ça tourne, regarde. Non, c'est bon de mon côté. Ah, pardon, alors. Ok. Ouais, il y a galère un peu aujourd'hui, hein. Désolé. Donc, je suis assez intrigué de savoir ce qui va se passer au niveau de la fin de York. Parce que pour le coup, ils lui ont pas donné à manger là. T'inquiète que. Ok, ça. Bon, oui, forcément, Sanji qui fait le yinche avec ceci, c'est pas étonnant. Alors, et là, on arrive au point intéressant. Vegapunk qui parle à Nami, la navigatrice. Alors, c'est toi qui navigue, machin. Le log post n'a pas fini de charger, mais on doit pouvoir encore suivre une des destinations qu'il a enregistrées au pays de Wano. Donc, c'est-à-dire, le pays de Wano, là-bas, ils ont enregistré 3 destinations. L'une d'elles semblait être Egghead, l'autre semblait être Winner Island, qui était du coup la destination où s'est rencontré Law et Barbe Noire. Je pense que c'est quelque chose comme ça. Et donc l'autre, qu'est-ce que c'était? C'était Elbaf. Et oui, elle se situe au nord-est d'ici et il s'agit d'Elbaf. On va enfin y aller, l'île des géants depuis le temps qu'on en rêvait. Blablabla, ils sont tous énormes, normal, c'est des géants. Bref, il y a tout ce truc de Elbaf. Alors, est-ce que ça y est? Est-ce que nous allons enfin aller à Elbaf? Là, maintenant, là. Parce que là, il faut savoir que. Je connais mon avis, moi. Ouais, alors je t'avoue, je m'en souviens plus. Mais en vrai, est-ce qu'ils vont y aller? Déjà, dites-le en commentaire, on va voir. On va continuer. On fait un sondage. Ouais, on fait un oui, s'il te plaît, Neto, tu peux faire un sondage? Neto, tu peux faire un sondage, s'il te plaît? J'aurais bien fait, mais je sais pas comment il faut. Comment on fait. Essayez d'actualiser si vous avez un décalage son image. Sinon, je recontinuerai au pire, je relancerai. Il va bien falloir y aller un jour, ça je suis bien d'accord, mon ref. Non, moi je suis pas d'accord. Oui, c'est vrai, Nina est pas d'accord. Bon, on va en parler. Non, pas de décalage. Ok, parfait. Donc du coup, juste actualiser si jamais vous avez un décalage. Donc là, le plan en gros de Vegapunk, c'est malheureusement pas de prendre l'île et de s'envoler avec. Non, il veut laisser Punk Records là, tranquille, ok, y a pas de souci. Non, le plan de Vegapunk, c'est d'utiliser le Vegaforce, qui se trouve à côté du bateau, pour pouvoir s'envoler, aller en direction d'Elbaf et du coup surplomber survoler tout simplement les bateaux ennemis. Le problème, c'est que le Vegaforce ne fonctionne que dans le périmètre et dans l'environnement de Egghead. Et donc, c'est pour ça qu'ils vont utiliser, théoriquement,
le coup de burst du Sunny qui marche avec le cola. Et donc c'est marrant parce que c'est une inversion à la con qui surprend tellement de fous Vegapunk en mode ça marche au cola, bah vas-y, go. Et à côté, bah, du coup, t'as York qui nargue les autres avec le code, et Atlas, Edison et Vegapunk en personne qui s'occupent à décrypter le code. Bon, on va revenir un peu sur tout. Moi, je pense qu'on peut déjà commencer par les sujets un peu simples, c'est-à-dire, est-ce qu'ils vont réussir à craquer le code? Évidemment que oui. Je pense que ça va même pas être très compliqué parce que déjà, en plus du fait qu'ils soient à 3, ils partagent quand même, tu vois, la même logique. À mon sens, ils partagent la même truc, même s'ils partagent pas les mêmes données, tu vois, qu'elle a pas synchronisé le code, ils partagent le même cerveau, le même truc, donc à mon sens, ça va pas être... J'ai deux choses à dire sur ça, moi. Ok, vas-y. Le premier, c'est que j'ai hâte de savoir quel code elle a mis. Ouais. Parce que ça peut être vraiment quelque chose d'assez important. Ou très important, ouais. Mais qu'on peut découvrir que ça va être un truc clé dans l'histoire. Genre le nom d'Ancien Royaume, imagine. Ouais, peut-être un truc vraiment très très intéressant. La deuxième chose, c'est le fait que Vegapunk puisse craquer quelque chose, parce que là on est vraiment dans le piratage informatique, c'est que son cerveau est de base informatique. Tout est informatisé. Et les séraphins sont informatisés. Donc ça veut dire que, ça revient à ma théorie sur Star Wars, là, tu sais, avec le piratage de la puce inhibitrice, c'est de savoir qui pourrait être capable de pirater les séraphins et donc le cerveau de Vegapunk. Et c'est là où ça devient beaucoup plus intéressant, je trouve. Parce que si il est capable de mettre du piratage dans l'œuvre, ça veut dire qu'il est capable de faire un autre piratage derrière. C'est comme avec l'histoire d'un trade. Tu mets un trade dans une histoire et t'en mets un deuxième dans l'autre équipe. Vous pouvez me rappeler ce que de quel dieu est Saturne déjà? C'est moi, je dois le faire ou eux? Ouais, vas-y, même toi, tu te rappelles? Saturne, c'est le dieu de quoi? C'est le dieu de la science. Ouais, ça se trouve. Ouais. En fait, c'est que lui, il est capable de flemme. Ok, vas-y, Starkey. Agriculture, écologie, justice, mais non. Mais non, les refs. C'est la science, c'est pour ça que d'ailleurs il sera avec Ed. Oui. Donc oui, c'est tout à fait ça. C'est pour ça que je te dis, bon moi j'avais dit Québec, mais là ça peut tout à fait marcher aussi avec Saturne. Mais le fait qu'à partir du moment où on met du piratage dans l'œuvre, ça veut dire que peut se faire que eux, s'ils arrivent à pirater quelque chose, de l'autre côté, ça veut dire qu'on peut aussi les pirater. Et c'est là où ça devient vraiment très intéressant quand il va y avoir l'intrigue principale de Ed, parce que là on n'y est pas encore. Hein. C'est quand on va arriver au centre qu'il va y avoir cette histoire d'informatique dans l'air. C'est ça. Voilà, c'était les deux réflexions que je voulais noter sur cette page. Il y avait aussi celle de Franky que je voulais dire, puisque je te rappelle qu'on est sur Egghead, et que sur Egghead, Vegapunk a été capable de recréer des machines, des distributeurs de nourriture, dont du cola. Est-ce qu'il pourrait pas faire une source d'énergie infinie de cola pour Franky en mode... Exactement. Donc ça devient très intéressant, parce que du coup, Franky sera en mesure de connaître la recette du cola illimité, quoi. C'est vrai, ça serait bien. Hein. Du coup, c'est Sanji qui lui ferait. Oh, c'est Franky qui aurait la recette du Coca-Cola. Fou. Et des petits détails notables. C'est bon, tu peux dire la reste. Et du coup, là, et je voulais dire aussi un autre truc. Pardon, je suis désolée, je parle trop. Écoutez, je peux pas faire ma review, alors je la fais ici, les gars. Non, mais vas-y, dis. Désolée. Hein. Mais je me demande aussi, et ça par rapport à Bleach et l'arc Arrancar, je sais pas si les gens l'ont vu. Donc ceux qui l'ont pas vu, mutez-moi en 2 spi. Mais moi, je vous ferai des grands signes comme ça quand c'est bon, d'accord? Voilà. Dans l'arc Bleach, ils avaient tous des numéros. Sauf que là, je me demande si Vegapunk, puisqu'on sait qu'ils sont 6 plus 7 avec Vegapunk, est-ce que finalement, il n'y aurait pas un Vegapunk 0 L'ultime 0, tu vois. Ça, on en avait déjà parlé dans des reviews, je crois. Donc voilà, c'est la question que je me suis posée. Un clone caché d'un satellite qui soit... Est-ce qu'on peut considérer que Punk Hazard est le Punk 0, tu vois? Punk Hazard Punk Hazard, je suis fatiguée, désolée. Punk Record. Est-ce qu'on peut considérer que le cerveau de Vegapunk, le Punk Record, soit finalement le Punk 0, qu'il le considère comme un 0 et qui prévoit à la fin d'en faire quelque chose et qu'il l'a programmé ou quelque chose pour que, tu vois, le final se fasse avec lui. C'est ça. Parce que Punk Record, pour moi, ça va être la clé, comme on a vu avec Oni. En fait, les îles, si vous remarquez bien dans One Piece, c'est toujours le même... ce que je dis toujours, il a toujours le même scénario, Oda. Donc il l'a fait avec Alabasta avec la tour qui allait exploser. Il l'a fait avec Onigashima qui allait tomber sur Wano. Il l'a fait avec Ener et sa bombe là, qui allait détruire Skypiea. Donc là, je me dis que c'est un peu le même principe avec
le Punk Record, sauf que la différence, c'est que là, il y a vraiment le cerveau de Vegapunk qui contient toutes les informations de l'Ancien Royaume et toutes les connaissances de Vegapunk qu'il a emmagasinées depuis tant d'années. Ce qui comprend aussi les souvenirs qu'il a eu avec Dragon, ce qui comprend les souvenirs avec Kuma que Bonnie a réussi à avoir, etc., etc. Donc, je me demande si finalement, Punk Record serait pas le 0. Voilà. Moi j'aimerais bien l'idée que ce soit en mode que ça ait pas une conscience un peu propre ou quoi, mais qu'il y ait un truc autour du. Après ça peut totalement effectivement être le Vegapunk originel, hein, qui est pas forcément de 0 et que le 0 soit voilà. Mais non, c'est intéressant. Moi j'aime bien l'idée. Voilà, c'est bon, j'ai dit tout ce que j'avais noté dans ce chapitre. Vas-y. Okay. De quoi on disait? Je pense que c'est tout. Oui, alors du coup maintenant pour Elbaf. Alors j'ai vu qu'il y avait 76% de oui, on va à Elbaf, si je me souviens bien. Elbaf, est-ce que là on va y aller maintenant? J'avoue que pour moi, moi, je suis persuadé que les Mugiwara iront sur Elbaf à un moment ou l'autre. Là, est-ce qu'ils iront maintenant? C'est peut-être où est-ce qu'ils pourraient aller autre? Tu veux que je te dise, moi, où je pense? Vas-y. Dis-toi d'abord et je te dis, moi, où je verrai. Où vous pensez, vous, dans le chat, excepté... Enfin, si vous pensez Elbaf, vous dites Elbaf. Si vous voyez une autre île, dites où il pourrait aller autre qu'Elbaf. Moi, j'avais pensé à un truc, peut-être. Après, je sais pas trop ce que ça vaut, mais je me suis dit que il va quand même y avoir un grand incident. Et ça m'étonnerait que les plans... tous les plans qui sont faits là depuis 2 chapitres, ça m'étonnerait qu'ils soient vraiment tenus, tu vois. Pour moi, il va forcément y avoir un truc qui va pas se passer comme prévu. C'est d'où le pourquoi de machin, de Luffy séparé, etc. Ça, c'est une théorie, c'est une théorie à part, mais c'est le principe de que ce soit... Il va se passer un truc qui va être assez notable pour faire en sorte que tout va pas se passer comme prévu. Le fait qu'il prévoit d'aller sur Elbaf, surtout maintenant, ça me paraît... Alors, ça peut être... En fait, c'est ça que j'ai un peu du mal. Ça peut être totalement probable qu'Oda nous fasse ça en mode « Oh bah, on est sur Egghead, on va aller à Elbaf en volant, tu vois, avec Vegapunk. » Tu vois, ça paraît improbable. C'est presque le condensé, le mix and twist de tous les trucs qu'on a attendus sur One Piece pendant 25 ans là, et d'un coup ça apparaît, tu vois. Genre Vegapunk, apparition, hop, sur Elbaf, d'accord, bah ok, parfait. Il y a Shanks qui était pas loin, et Luffy va repêcher Kid comme ça dans l'eau encore là. Bon, dans tous les cas, pour moi c'est totalement possible, mais en vrai je me dis pourquoi pas la rencontre avec les révolutionnaires et le père. Pourquoi pas quelque chose avec genre Dragon, voilà. Okay. Après, je ne saurais pas dire quelle île, mais peut-être Vegapunk. Il y a Lodestar aussi, mais c'est un petit peu trop tôt. En fait, c'est pas vraiment trop tôt, mais je les vois pas maintenant. L'île où Big Mom a grandi, bah, c'est Elbaf, mon ref. Ou c'est Wall Cake. Ok, vas-y, Nina, du coup. Alors, si on part vraiment d'hypothèse où ils se barrent, dans l'hypothèse où ils partent, forcément, on peut penser à la Lune. Parce que, comme je t'ai dit, la Lune, bah, c'est surtout qu'elle regorge d'hélium 3, qui est le composant énergétique extraordinaire pour la fusion nucléaire et dont aurait besoin Vegapunk pour créer sa fameuse énergie illimitée et son soleil artificiel. Donc la Lune, forcément, c'était une de mes idées dans cette même vidéo avec le réacteur à fusion. Ça, c'est la première chose. Mais s'il restait sur la Terre, en tout cas sur une île terrestre, j'y verrais pas Elbaf, mais j'y verrais bien pour le coup Rodstar. Ah ouais, Rodstar. Ouais, je vais m'expliquer. Rodstar, c'est une île particulière, pas seulement parce que c'est l'île finale, mais c'est surtout parce que... Attends, il y a Théo Rire qui dit la Lune, les réacteurs, c'est One Piece, pas Albator. Bah oui, mais il y a Bilka sur la Lune, donc du coup, on est bien sur Albator. On fait comment? Explique-moi. Il y a bien les réacteurs à fusion aussi, comment on fait du coup? On fait comment? Vu que le réacteur à fusion est confirmé qu'il y a un pub sur la Lune. On est dans Albator ou One Piece? Explique. Donc je reviens à mon Rodstar. Il y a un truc intéressant sur Rodstar parce que le terme exact c'est pôle Nord, si on le traduit littéralement, ok? Sauf que le pôle Nord c'est connu pour une chose dans notre monde, pour la science. C'est là-bas où tu fais les plus grandes choses scientifiques, ok? Ouais. Là-bas où il y a les plus grands labos, etc. Et il y avait le truc de la grippe nue totale avec Barbe Noire. On n'a pas vu un peuple encore qui s'appelle le Troisième Œil. Le Troisième Œil, oui, c'est ça, la tribu aux 3 yeux. Et du coup, je me dis, Rodstar, avec une terre scientifique, enfin, une possiblement terre scientifique, sachant que je te rappelle que Vegapunk s'appelle, je te la donne en 1000, Stella, et on va sur l'étoile polaire. Je me dis, science, étoile, Vegapunk, dernière île, pour aller après Laftel. C'est pas mauvais, c'est pas dégueu. Donc c'est pour ça que je dirais que Rodstar, c'est vraiment une île très intéressante pour faire le final avant Laftel, et non pas Elbaf comme on pourrait le croire. Ouais. Bah justement, comment ils vont sur Rodstar alors que le log pose indiquait soit Winner Island, soit Elbaf? C'est le coup de burst qui m'a donné cette idée. Je me suis dit, est-ce que finalement, ils vont tellement pas aller vite
si Vegapunk mélange sa science avec la technologie d'un Franky, est-ce que finalement, quand ils vont voler dans le ciel, ils vont pas en réalité voler bien plus loin qu'ils ne l'imaginaient et qu'au final, ils tombent bien sur cette dernière île. Ils vont dérégler leur trajectoire, en gros, ils vont la dévier. Exactement, parce que quand tu voles dans le ciel, c'est beaucoup plus rapide que quand tu vas dans l'eau. C'est une évidence. Un avion, c'est beaucoup plus rapide que quand tu prends un bateau pour te rendre France-Italie. Tu le fais en avion, c'est pas la même rapidité que quand tu vas en bateau. Donc c'est pour ça que je me suis posé cette question et que je me suis dit, au final, ils vont aller beaucoup plus vite que la musique et finalement, ils vont pas aller à l'endroit où on peut s'imaginer. Voilà. J'aime beaucoup l'histoire du Stella, étoile polaire, science pour le Nord. Ouais, alors moi j'aime bien, mais je me dis, putain, là, si c'est... Enfin, d'un côté, ça paraît logique parce qu'on est tellement vers la fin de One Piece que je le vois pas encore parcourir 50 îles. C'est pour ça. Là, faut que ça s'arrête. Tu vois la faire encore Elbaf, tu peux pas... Là, je t'explique. Je vais redonner exactement les mêmes arguments que j'ai donnés dans le live qu'on avait fait sur ma chaîne. Le reste, le principe de Elbaf, c'est que tu peux pas rush un arc pareil. Parce que d'un, il est beaucoup trop attendu. Et de deux, quand tu sais qu'un arc comme Wano Kuni ou Dressrosa, il a duré plus de 100 chapitres. Est-ce que là, sachant qu'il a dit que One Piece pouvait se terminer dans moins de 5 ans, est-ce que tu vois là un arc Elbaf faire à peine 20 chapitres, 30 chapitres? Ce serait pas, comment dire, ouais, ce serait pas assez prenant pour moi. Je comprends, mais après d'un côté, est-ce que là il y a vraiment encore le temps de faire quelque chose sur Elbaf? D'un côté, est-ce qu'il vaut mieux pas y aller, même si c'est pas autant de chapitres, parce que finalement Elbaf est plus ou moins vu, dévoilé, pas à travers les Mugiwara, mais là on a vu un peu avec Shanks, il y avait un petit tu l'avais avec Big Mom, tu l'avais avec Shanks, tu l'as vu aussi à Little Garden avec les deux jumeaux, tu l'avais avec Enies Lobby et les deux géants, les deux géants. Donc c'est pour ça que je te dis, s'il y avait un arc sur Elbaf, je vois pas Oda faire un rush, sachant que rien que la préparation qu'il fait pour chaque arc, comme je t'ai dit, tu découvres l'île, tu découvres les animaux, tu découvres le peuple en danger, tu vois qui est que la petite fille ou le petit garçon, le guide comme je l'appelle, le sauveur par rapport à Loki, ce qui va se passer. C'est pas un arc que tu peux faire en 20 chapitres. Il y a aucun gros arc de cet Akabi comme Alabasta, Skypea ou Dressrosa, Wano, etc. Sachant qu'Oda développe de plus en plus, parce qu'il faut développer un minimum, je le vois pas rusher un arc Elbaf, vraiment. Je comprendrais pas. Je vois, mais pour moi, il faut forcément y aller un jour, tu vois. Il va forcément falloir y aller, il va forcément y avoir un arc. Je vois plus pour le coup, je vois plus dans une ellipse. Avec il découvre Aftel, chacun se sépare à la rigueur, ou va combattre ou quelque chose. Enfin, chacun évolue et on voit pour le coup Usopp sur Elbaf, parce que c'est véritablement Elbaf, c'est plus l'arc d'Usopp. Plus maintenant. Ah non, plus maintenant. C'est terminé ça. Ça l'était avant que Egghead donne une carrière à Elbaf. Egghead, avec toute l'histoire des récits qu'il y a des récits d'Ohara qui sont maintenant stockés sur Elbaf. Maintenant, il n'y a plus que Usopp qui est destiné à y aller. Il y a Robin. Ah, c'est vrai, je suis d'accord. Et il y a Robin. Et en plus, si c'est Robin, c'est aussi Luffy, parce que tout ce qu'elle va trouver elle sur Elbaf et tout ce qu'elle va apprendre sur Elbaf, ça va forcément coïncider et ça va forcément aider Luffy d'une manière ou d'une autre à sa quête. Donc, si, il y a bien un méchant. Hein. Elbaf, il y aura sans doute Loki. Hein. On sait pas s'il est méchant, mais... les géants veulent le combattre, d'ailleurs. À Origin, justement, il veut destituer Loki de devenir le nouveau roi, ouais. Ah ouais, c'est pour ça. Mais je sais pas trop, il y a un truc qui me... Non, mais je suis d'accord. En fait, dans le Elbaf. Elbaf, il est très compliqué à prévoir, c'est ça. Parce que après, on se base aussi beaucoup sur cette sensation de fin dans laquelle on est de One Piece. Alors qu'en vrai, tu vois, peut-être, ça altère beaucoup notre sentiment, notre perception de l'œuvre, parce qu'on se dit que là One Piece pourrait se terminer d'une année à l'autre, alors que peut-être pas du tout en vrai, parce qu'il y a peut-être encore trop de choses à dire ou quoi. Donc moi Elbaf, quand même, j'ai quand même cette sensation qu'ils iront. Je sais pas s'ils iront là maintenant, je t'avoue, là-dessus j'ai pas vraiment d'idée, mais j'ai cette sensation qu'ils iront et il y aura forcément quelque chose à traiter. Après, je pense pas que ce soit... En plus, il y a l'Yggdrasil, enfin, là, forcément, ça va être fou. Après, je pense pas que qu'il soit destiné à être un arc à l'envergure de Wano Kuni. Ah, mais justement, c'est ça qui me pose problème. Oui, c'est ça qui te pose problème. Mais après, au final, en fait, ça veut dire que de toute façon, Oda, il aurait limite dû choisir entre soit Wano Kuni, soit Elbaf, ou alors faire Wano Kuni moins court. Non, même pas. Sans Egghead. Il aurait dû faire directement Elbaf derrière. Wano, Egghead. Wano, Elbaf. Et pas Egghead. Ouais, mais là, du coup, ça veut dire que... Egghead, ça devient trop long. Ça veut dire que pour toi, c'est terminé. Elbaf sera... Donc, au lieu de ne pas l'avoir, ne serait-ce que 30 chapitres, il n'y aura pas... En tout cas,
moi, pour moi, elle bave dans mon Pas en tant esprit. qu'arc. Et de la manière du temps qu'il a dit. Parce que si Oda avait pas balancé comme quoi One Piece se C'est finira ça le en moins de problème. 5 ans, Du coup, on se si dit. j'avais pas eu cette information, je t'aurais dit no problème, elle baffe. Mais là, quand tu vois la timeline et le fait qu'il ait incrusté Egghead en plein milieu dedans, je vois pas comment, en moins de 5 ans, là, on peut atteindre l'after. C'est pour ça que ça me dérange. C'est le souci majeur. Donc, c'est sûr qu'avec la configuration actuelle, du fait qu'il ait rajouté Zoro, qui est gardien maintenant des livres d'Ohara, ça change un petit peu plus la donne. Je peux me dire qu'il y a moyen quand même qu'on fasse une 50aine de chapitres sur Elbaf. Ça me choquerait moins. Mais je me dis, c'est pas impossible non plus qu'il ne veuille pas faire cet arc et qu'il veuille le faire bien après l'after. Tu vois, pour commencer à rassembler les troupes et de découvrir Elbaf. Et là, il y a une personne qui a dit justement, on a cité Loki. Il a dit ouais, mais de toute façon, ce pays, il est pas en danger. Loki, justement. Loki, on sait pas justement. En fait, ça a l'air, et de toute façon, comme n'importe quel pays où ils iront, il y aura forcément un danger. La preuve, hein, Egghead était pas en danger au début. Hein. C'est-à-dire qu'on était là-dessus, on était en mode ouais, incroyable. Et on a rencontré le chef du pays et tout était très clean, très classe. Et pourtant, il y a eu un danger, tu vois. C'est pour ça que ça me dérange aussi ce côté-là, de me dire, Luffy, toutes les îles où il est allé, ça a servi au peuple qui y habitait. Même Longring-Longland, hein, l'île la plus inutile du monde. Il a oui, aidé donc pour toi, il Tonga, va pas aller sauver une île là maintenant, alors que c'est censé être un morceau bien plus gros. Chaque île, en tout cas, si vous lisez One Piece, chaque arc n'a servi qu'à sauver un peuple. Ça n'a servi qu'à ça. Vous pouvez me citer n'importe quel arc. Ça n'a servi... Le rôle de Luffy est de sauver et de libérer. Or, si Elbaf n'est pas emprisonné et ne détient pas un méchant qui les empoisonne et qui les tourne en esclaves, je vois pas l'intérêt pour Luffy de s'y rendre, excepté visiter. Et si c'est pour de la visite, autant le faire après l'after. C'est là où je veux en venir. S'il y a un méchant, je te l'accorde. S'il n'y a pas de méchant réel, j'en vois pas l'utilité. Non, pas Amazonili, je te parle en tant qu'arc avec les Mugiwara entiers. Amazonili, c'est des arcs de transition par le fait qu'ils sont séparés. C'est des îles d'entraînement. C'est des îles d'entraînement. Et quand tu regardes chaque arc, ils ont tous eu un méchant. Je peux te citer n'importe lequel, tu verras. Oui, Whole Cake, tu cites. Très bien. Il a libéré qui, Luffy ? Il est parti libérer Sanji de base. Il n'est pas juste allé... de base, lui-même le dit d'ailleurs qu'il n'est même pas parti combattre Big Mom. Il est juste allé récupérer son pote. Moi, je te parle des vrais arcs. Alabasta, Thriller Bark, Enies Lobby, Wano, Dressrosa, Skypea, Longring Longland pour Tonja, la machin qui l'a aidé. Je te prends Arlong Park. Attends, il y a... En fait, tous les arcs, je peux t'en citer où il libère et il va vaincre un méchant, quoi. En fait, il libère toujours les peuples. Là, enfin, Sraogo, je sais pas de qui tu parles, mais à chaque fois, il a libéré les peuples. Même Whole Cake, il voulait libérer qui? Les gens, ils étaient là de leur plein gré, ils étaient sous la protection d'un empereur, ils étaient pas mal en vrai, les gens. Ils étaient dans leur truc. Hein. Là, il a pas libéré, c'était pas non plus le but. Et puis, il y avait pas tous les Mugiwara, il y avait pas le concept du truc, mais très clairement, si, jusqu'à présent. Nina est trop fermée, c'est pas parce que ce n'est pas arrivé que ça ne peut pas arriver. J'ai pas dit ça. J'ai dit que Oda a une constance depuis 24 ans. Et que donc, il est plus probable de se baser sur une constance de 24 ans que sur un pourcentage minime qui n'est jamais arrivé et de se dire ça pourrait arriver. Moi, je me base sur la constance qu'il fait jusqu'à présent. Donc c'est pour ça que je dis, il y a plus de chances qu'il garde cette constance que l'inverse. Et c'est pour ça que je dis, même si moi j'aimerais que, et je voudrais que les Mugiwara aillent sur Elbaf, parce que j'ai toujours kiffé ce truc de mythologie nordique, je kifferais un truc de ouf, ça n'empêche que si je suis cette logique que Oda applique depuis 24 ans, bah, cette logique me donnerait tort de vouloir y croire. Donc c'est juste ça en fait que je veux donner un contexte. C'est pas que je dois aller dans mon affect et dire ce que je voudrais moi. Je me base sur ce que fait Oda généralement. Et c'est pour ça que j'aimais cette chose-là de doute et de dire non, ne pensez pas un seul instant que c'est sûr et certain qu'il va aller sur Elbaf. Je dis juste, basez-vous aussi sur ce qu'on sait d'habitude avec Oda et c'est une possibilité que ça ne soit pas le cas. C'est différent. Ouais, faut le prendre en compte, totalement. C'est exactement ce qui s'est passé pour la théorie de Yamato. Tout le monde me disait, oui, mais toi, t'as une idée que Yamato va pas rejoindre. Parce que je me basais à la logique d'Oda. Et au final, elle a pas rejoint, même si les gens étaient pas d'accord avec moi. Mais c'était pas pour
être pas d'accord avec les autres. C'était pour dire, Oda a une certaine logique, je voudrais juste qu'on la prenne en compte et qu'on fasse attention que nos plaisirs perso de ce qu'on souhaite, s'ils se réalisent pas, c'est pas grave. C'est que faut regarder aussi ce que fait l'auteur habituellement. C'est très différent. Non, je m'énerve pas. Tu trouves que je m'énerve? Je suis hyper calme, tu m'as pas vu énerver. Ça, c'est pas énervé, ça. Non, c'est pas énervé. Mais en tout cas, dans tous les cas, ouais, vraiment, pour moi, en fait, c'est très compliqué en fonction de la durée de vie de One Piece restante. Parce qu'il y a de ça quasiment 5 ans, on nous disait, ouais, One Piece, il reste que 5 ans. Là, on voit très bien qu'on pourrait nous redire qu'il reste 5 ans, qu'on y croirait. Hein. Il pourrait totalement rester 5 ans de plus à One Piece, que pour l'instant, ça gênerait pas. Parce que la fin, elle a beau se pointer, il y a encore trop de trucs, frère. Donc, ouais, après, c'est compliqué. Ouais, c'est ça, je t'ai dit, c'est vraiment l'information qui a été donnée, de savoir que ça se terminera dans moins de 5. Voilà. Et ça, c'est mon inquiétude. En fait, c'est ça, et c'est pour ça tout est biaisé à cause de ça aussi. Parce qu'on se dit, c'est vrai qu'un arc d'Elbaf, c'est compliqué de le voir qu'en truc de transition, il mérite plus. Quoi. Et puis après, faut voir. Mais c'est vrai qu'on sait rien de ce pays. À part l'existence de Loki, on sait pas exactement ce qu'il y a. Donc, est-ce qu'ils auront besoin d'y aller pour juste les poneglyphes, enfin, je parle des poneglyphes, je parle des restes d'Ohara. Ils peuvent avoir besoin d'y aller que pour ça, d'accord. Après, ouais. Bon, de toute façon, on sait pas, on n'aura pas plus. Ouais, c'est ça. Bon, mais oui, Déluge, c'est précisément ce qu'on dit. C'est justement ça le problème, c'est que Oda, malheureusement, comme l'a dit Goji, il dit ça et au final, il fait l'inverse. Donc c'est ça qui est inquiétant. Est-ce qu'on prend vraiment en considération le fait que c'est vrai ce qu'il a dit pour une fois, et que du coup, on va vraiment, ça se termine véritablement dans moins de 5 ans. Pour Laftel, attention, hein. Pas One Piece dans son ensemble, mais véritablement trouver Laftel et découvrir le One Piece. Comme il a dit, c'est censé se terminer en moins de 5 ans, je suis obligée, moi, derrière, de prendre cet élément. Et je peux pas me dire, bon, bah, c'est peut-être pas vrai, il va faire 15 arcs derrière, machin. Je reste prudente et je me dis, bah, en tout cas, si on suit cette logique et qu'on l'écoute vraiment là-dessus, bah techniquement, j'apprécierais pas trop qu'il me fasse un Elbaf en one shot, quoi. Je serais dégoûtée parce que c'est vraiment un arc que j'aurais voulu avoir à la style Wano, tu vois, bien développé avec tous les personnages, tous les décors, tous les costumes qu'on aurait vu avec le fil et les Mugiwara et tout. Bien sûr. Il y a trop de choses. Elbaf, c'est vraiment the arc, quoi. Si j'avais une préférence, je préfère pas voir Elbaf en 20 chapitres et la voir peut-être en flashback, enfin comment on appelle ça, en ellipse à la rigueur. Mais on après, le verrait pas plus finalement en ellipse. Bah si, tu vois, en ellipse, peut-être qu'il le développerait beaucoup plus, tu vois, 50 chapitres au moins, avec comme la Ligue des Hommes Poissons. Mais une vingtaine, genre transition zoo. Mais Nina, tu sais qu'une ellipse, c'est quelque chose qu'on ne voit pas se passer dans le manga du coup. Non, mais quand je parle d'ellipse, c'est ils vont sur Laftel, il y a une ellipse et on les retrouve après. Et après, on fait le Elbaf. Ah oui, ok, ouais. C'est ça dans ce sens. Bon, dans tous les cas, tout ça pour dire qu'on sait pas. Là, théoriquement, il devrait y aller, normalement, mais la vie peut être totalement différente pour le coup. C'est vrai que finalement, ça manque un peu d'objectif, enfin de prise de risque de dire ça, mais de toute façon, on va pas en parler 3 heures de plus, sachant qu'il y a encore beaucoup à dire. Mais ouais. Ouais, Elbaf, c'est quand même... Pour le coup, on n'a jamais été aussi proche d'y aller. Ça, c'est déjà une bonne chose. Si jamais, parce que vous vous rendez compte quand même, on est là le 21 août 2023 et les Mugiwara hésitent à aller sur Elbaf. Enfin, ils n'hésitent pas, ils sont censés y aller. Donc, je trouve ça quand même pas mal. Mais après, ouais, ça dépend. Ça dépend de... Il y a trop de facteurs à prendre en compte et c'est ça qui est un peu problématique. Oui, c'est ça. C'est tous les facteurs à prendre en compte qui sont chiants. Si j'écoute mon cœur, j'ai qu'une envie, c'est qu'il se casse à Elbaf et c'est tout. Sûr. Mais si je prends tous les détails en compte, je suis obligée de dire ça, quoi. Nina, en vrai, ta voix pourrait bien coller avec la VF de Snake. Je sais pas. J'ai la voix de Beau Hancock en VF. Je sais pas. Quand tu prends ta voix à Pipou, peut-être, mais... Buffy Sama. Non. Voilà, oui, c'est mignon. C'est Pipou. C'est Pipou. Bon, on va continuer. On en est où là? Bah du coup, les Mugiwara ils se barrent. Ils vont en direction le bateau. Pendant que Vegapunk essaye de craquer le code. Alors, Lilith, elle nous fait une petite... elle nous fait une carotte. Ouais, j'ai encore jamais quitté cette île. Alors, c'est pareil, ça c'est toujours un peu le moment pipou, parce que tu vois, du coup, ils sont là émerveillés en mode, waouh, on va avoir que des trucs trop beaux et tout, alors qu'ils vont se faire défoncer par un empereur dans 30 chapitres. Donc, ça. Et là, du coup, on a la fameuse scène qui fait un petit peu polémique, je pense. Celle de Boroni qui a changé totalement de psychologie. Chose qui a même intrigué Luffy. T'étais de bonne humeur tout à l'heure, j'aime pas ça. Pourquoi t'es de bonne humeur tout d'un coup, j'aime pas ça.
Alors, en Elle fait, fait flipper quand même, là, ouais, sur surtout cette qu'il y a scène. deux trucs, parce qu'en plus, elle parle de Sanji en mode il est bien ce gars, doué pour la Ouais. cuisine et fort au combat. Ouais, ça fait trop bizarre. Alors, elle explique que ça va mieux depuis qu'elle a renoncé à tuer Vegapunk, bien qu'elle chialait hier soir, apparemment, parce qu'elle avait vu le passé de son père. Donc là, j'avoue qu'il y a 40 000 trucs à penser. Est-ce que c'est... Enfin, non, vraiment pas 40 000 trucs, il y a deux trucs. Est-ce que c'est vraiment Bonnie? Est-ce que c'est Devon? Franchement, ça pourrait... Là, franchement, tu penses forcément à Devon, direct. Oui, c'est vrai, parce que c'est totalement c'est possible en fait, c'est totalement possible. Après, on peut pas savoir exactement pourquoi en fait elle aurait pris son apparence, quel sens, quelle est l'idée. Bon, surtout en fait, moi c'est plus la réaction de Luffy qui va me déranger là-dedans. Pas sa réaction à elle, oui et non, parce que admettons qu'elle ait fait pas le deuil de son père ou le deuil de trucs de Vegapunk, mais qu'elle soit maintenant plus en paix avec la raison de pourquoi elle est venue sur Egghead, qui était de vouloir venger son père de Vegapunk, qu'il a tué concrètement pour elle. On a pu voir dans ce passage qu'elle avait vu le flashback de Kuma dans ses souvenirs carrément, donc elle a vraiment capté sans doute tout ce qui a pu se passer et pourquoi il s'est transformé en pacifista. Ce qui, à mon sens, était trop bien tourné pour que ce soit quelque chose de très négatif, tu vois. La relation qu'a Vegapunk et Kuma, je pense vraiment qu'il y a un truc qui est très beau, un truc qui est beaucoup plus en accord avec quelque chose de, tu sais, plutôt... Enfin, c'est loin d'être full négatif, je pense. Donc, je pense qu'elle a vraiment... ça tiendrait d'une certaine logique qu'elle ait renoncé à tuer avec Vegapunk, tu vois. Moi, le seul détail qui me trouble, c'est qu'il dit bien, faudrait vérifier, surtout en japonais, pourquoi t'es de bonne humeur tout à coup. C'est le tout à coup qui me dérange. Dans le sens où ils étaient ensemble depuis un long moment. Ouais. Donc techniquement, si elle a vu le passif de son père et qu'elle en est sortie juste après, elle était censée être de bonne humeur depuis tout le long et non pas juste à l'instant T. Parce que elle chialait hier en mode elle est sortie de ça, elle chialait et donc pouf, il n'y a plus rien. Voilà, c'est ça qui me dérange. C'est que dans tous les cas, si elle avait vu ça de son père en sortant, elle est censée avoir le smile dès l'instant T et pas l'instant après. C'est ça. Donc c'est juste ça qui m'intrigue et surtout principalement, c'est même pas la tête de Bonnie, hein, je m'en fous un peu. Même si elle fait très psychédélique, c'est surtout la fille. Parce que je le vois rarement froncer les sourcils, si ce n'est quand il y a une entourloupe ou un truc et que il voit quelqu'un sourire, il dit j'aime pas ça, tu vois. Surtout quand t'as tout le concept du haki, l'observation qui te permet un peu de comprendre les véritables intentions des gens, tu vois, que ce soit inné ou non. Là, il aurait pu voir après. Ouais, c'est ça le problème. En fait, c'est ça le problème avec Devon. Et c'est pourquoi Oda, c'est un enculé en vrai de nous avoir fait ça. Parce qu'il nous a ajouté Devon il y a 12 chapitres. Totalement. Enfin, il nous a laissé sous-entendre qu'elle pourrait y être. Après, c'est pas encore sûr. Hein. Mais du coup, là, on est dans une parano totale et ça pourrait totalement être elle. Mais en fait, on peut pas donner plus d'arguments ou moins. C'est ça. En fait, c'est ou l'un ou l'autre. C'est-à-dire qu'il a juste voulu faire un brain là-dessus et basta. C'est-à-dire qu'il n'y aura rien du tout qui va se produire. Voilà, il joue avec les nerfs de ses lecteurs. Bon, je vous ai posé une Katarina Devon qui arrive. Regardez, maintenant vous allez psychoter sur tous les persos qui vont avoir une réaction. Vous savez qu'elle peut prendre l'apparence de n'importe qui, qu'elle, en plus, elle limite très bien. Et de l'autre côté, il peut y avoir totalement rien, et c'est juste totalement un brain. Donc c'est très dur d'assurer et s'assurer à 100% que c'est ça. Mais en tout cas, vu la réaction de la fille, ça me paraît, comme je t'ai dit, si elle était sortie et que c'est le tout à coup qui me dérange, faudrait vérifier en japonais si c'est exactement ça. Ouais. Faudra regarder le sens, parce que le sens aussi change beaucoup en fonction de la phrase, même si c'est les mêmes mots, la façon d'être dans c'est foutu, ouais. Mais oui, en tout cas, tout ça pour dire, c'est que si vous pensez, si vous théorisez sur le fait que Bonnie la soit Devon, vous n'êtes pas fou, hein, concrètement, vous avez le droit de le penser, c'est totalement normal. Voilà. Ce qui est d'autant plus dérangeant maintenant, avec le fait que certains fruits du démon, comme celui de Katarina Devon, peut prendre l'apparence de quelqu'un, le fruit de Bonne Clé prend l'apparence de quelqu'un, mais surtout, pire que ça, c'est que t'as même des clones, tu vois, t'as tout ça. Donc là, t'es dans un univers parallèle où tu te dis, t'as des doubles de partout, n'importe qui peut prendre son apparence. Donc là, pendant qu'on est en train de psychoter sur Bonnie, le petit Oda, il peut parfaitement brain sa communauté et leur dire, eh ben non, c'était pas Bonnie, c'était Lilith, ou c'était Edison, ou Tsetsi. Ça peut être Vegapunk tout court, tu vois. Et ça peut être même un Mugiwara. En fait, on n'en sait rien parce que dès lors où on met des clones et des fruits du démon capables de
prendre l'apparence de quelqu'un, c'est le gros bordel. Et c'est pour ça que ce genre de truc me dérange souvent, parce que je me dis, bah à tout moment, en fait, il peut être n'importe qui. Tu vois, ça peut être vraiment n'importe qui, Katarina Devon. C'est ça. Et voilà. Et moi, Donc, je me suis aussi ça... intéressé d'un truc qui est que Katarina Devon aussi, bon, ok, on se contente que de son pouvoir de transformation, mais elle a pas qu'un pouvoir de transformation, parce qu'elle a quand même un Zoan mythique, et les Zoan mythiques, ils ont plusieurs pouvoirs, on le sait très bien. C'est plus une théorie maintenant, ils ont plusieurs capacités différentes. Là, alors j'ai pas fait beaucoup de recherches, hein. Vraiment j'ai cherché vite fait sur Google et tout, mais j'ai pu voir que certains des pouvoirs du Kitsune, donc le Zoan mythique qu'elle possède, est de pouvoir contrôler l'esprit des gens, c'est-à-dire jouer avec leur esprit, et donc soit faire des apparitions, soit contrôler leurs trucs, etc. Enfin bref, il y a une question de manipulation quand même dans son fruit du démon, outre la manipulation physique. Donc est-ce que à ce moment-là, elle pourrait pas faire en sorte de peut-être, tu vois, bon moi j'avais pris un exemple tout con, hein, mais la bouffe par exemple, Bonnie et Luffy, c'est les plus goinfres de la team là. Est-ce qu'elle pourrait pas faire sentir une odeur à Luffy ou Bonnie pour qu'ils aillent dans un coin isolé, tu vois? C'est un peu le truc que je veux dire, je dis pas que ça se passera comme ça, mais tout ça pour dire que elle peut utiliser le deuxième pouvoir caché dans son fruit du démon pour faire en sorte que voilà. Il faut pas oublier aussi que Katarina Devon, elle aura peut-être aussi une apparence vraiment de renard, hein. Tu sais, la vraie apparence de Kitsune, hein. Parce que ça, l'apparence animale, en vrai... bah oui, mais de toute façon, c'est un Zoan mythique, donc dès lors, elle peut prendre sa forme animale. Ah ouais, mais c'est parce que c'est vrai, on n'y pense pas trop, on en parle que comme si elle pouvait juste se cloner, tu vois. Ça va être incroyable. Oh, avec sa tête, ouais, j'espère, parce que... Ah, mais je la vois avec ses 9 queues, là, comme dans Kyuubi, incroyable. Ouais, ça pourrait être une bête de page. Ok, bon, alors par la suite, il y a quoi? Rob Lucci nous a contacté. Attends, c'est pas con ce que tu dis. C'est vrai qu'on a oublié l'hypnose. C'est le principe de l'hypnose. En fait, tu peux totalement craquer le mot de passe de York. Tu hypnoses quelqu'un, tu lui demandes de te le dire. Bien sûr. Bah, tu crois que ils peuvent même avoir le mot de passe bien avant Vegapunk. Ah bah oui, c'est ça. Et parce qu'en plus, ça ferait un sacré parallèle avec Impel Down, quand ils avaient hypnotisé un agent de Impel Down pour ouvrir les barrières, ouvrir les portes de la justice là. En vrai. Très intéressant. Donc ouais, c'est un petit truc à rajouter du fait que le fameux mot de passe que découvrirait Vegapunk, peut-être que Lafitte pourrait le crack avant. Lafitte et même les pouvoirs, s'ils ont des pouvoirs un peu psychologiques, les deux là. Parce que tu sais pas si finalement son pouvoir de l'hypnose peut se faire aussi à distance. Ouais, on sait pas, on connaît pas la portée, on connaît même pas vraiment. Ouais. Donc bon, on verra, mais en tout cas, des hypothèses très intéressantes à exploiter. Et bonne soirée à ceux qui partent, bonne soirée Yvonne. Allez, par la suite, Rob Lucci nous a contacté, donc il a informé ce qui se passe à l'intérieur. Ok, Osef. Saturne qui boit du vin, il mange pas du pain, étonnamment. Écoutez, on verra. Alors. Si elle était bonne cette théorie. Ouais, bah oui, vraiment. Mais ça restait une sauce. Quoi? Rien. Ok, j'ai cru. Saturne qui dit bon bah qu'est-ce qu'il y a? T'imagines, je viens de penser à une vanne. Et c'est York. Ah, j'ai peur. Rencontrer la Nouvelle York. Ça ferait New York. Tu de rire à ma vanne. S'il vous plaît, mettez 3 petits points pour pas valider sa blague. Mettez comme ça. Validez pas sa blague, après elle va continuer d'en faire comme ça. Ah, mais c'est trop drôle. Non, Kichi lui valide, mais lui c'est... Voilà, merci les refs. J'en rajoute un petit. Merci pour le haha. Ouais. Non, franchement, elle était bonne. Attends, je suis désolée. Un clone de York, ça ferait New York. Je suis désolée, excellent. Okay, vous pouvez franchement, vous abusez. Vous pouvez mettre encore plus de points, vraiment. Allez, ça dégoûte. Non, mais faut dire quand les choses Neto, sont pas il aurait validées... fait, t'aurais dit ah ouais, bravo. Non, Neto il a fait... Ah ben alors merci, plus de points, encore plus de points pour Neto. Ça dégoûte. Bonne soirée, c'est trop là. Voilà, tu nous as fait perdre des vues. Arban, il a ri, il en peut plus. Allez hop, tu next que je dis. C'est bon, elle était bonne. Putain, c'est une méchanceté sans nom. Non, mais je suis d'accord. Merci. Moi, je pense qu'ils sont surtout objectifs, mais bon, c'est rien. Eh ben, bref. Allez, on en était où? Du coup, Kizaru va passer à travers le dôme frontière parce que du coup, c'est un bouclier que lui-même, en tant qu'homme lumière, pourra traverser. C'est vrai que lui, Kizaru, il pense pas beaucoup aux choses. Hein. Faut vraiment lui dire quoi faire. C'est assez exceptionnel quand même pour un amiral. Tunaka passer au-dessus de lui. Ouais, je vais pas me fouler. Alors là, voilà, c'est ça. C'est le fameux 1v1 contre Sentomaru. Kizaru ne veut pas forcément affronter son... Enfin, c'est pas son frère, mais c'est quand même... voilà, c'est son neveu, c'est son ami, comme il l'appelle. D'ailleurs... Parce qu'il avait précisé d'ailleurs que c'était pas son vrai neveu.
Sentomaru. Il a précisé où? Pas dans le chapitre, mais je sais plus si c'était à SBS ou je sais plus quoi, mais en clair, c'était pas son vrai neveu. Je l'avais su, je sais plus où j'avais appris ça. Ouais, c'est pas son vrai neveu. C'est pas vraiment étonnant vu que Sentomaru était récupéré petit, tout jeune, dans un village, mais la confirmation comme ça, je l'avais pas eu. Ok. Alors, si nous lançons les hostilités, Sentomaru ordonnera ses hordes de Sea Beast Weapons et à ses 50 pacifistas de nous couler, et les pertes seront colossales. Et devinez quoi, c'est exactement ce qui va se passer. Donc là, Kizaru, il a forcément les informations fournies par Lucci, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, on peut passer. Ensuite, il y a quoi? Donc, ils se préparent tous au combat. Ok, là, il n'y a rien de spécial. Les agents du Rokushiki se préparent, qui maîtrisent le Rokushiki, etc. Bon, là, en gros, c'est vraiment une petite guerre en vrai qui s'annonce. Ça fait un peu stylé pour le coup. Ça fait aussi un petit peu guerre navale, tu vois, donc j'aime bien. Ouais. Ensuite, j'adore le sol des îles Célestes. Oui, mais bon, à ce qui paraît, Egghead ne peut pas s'envoler alors que c'est indirectement cité que c'est une île céleste. Mais bon, c'est pas grave, le mec il force. Je te comprends, reste concentré. On dirait Junior par contre, l'autre, t'as vu? Là, ouais. Je me demande s'il a pas. Il a pas inspiré? Ouais. Peut-être en fait, t'enlèves le robot, derrière il y a un petit Oz. Ouais, à titre d'info, je me demande. Du coup, il y a quoi? Eh ben, il y a Kizaru qui attaque. Akatami no Makatama. Non, c'est même pas ça là. Bon, quoi qu'il en soit. Et puis t'as finalement le choc entre Sentomaru et Kizaru qui c'est quand même épique, c'est la meilleure garde du monde, parce qu'il faut savoir que c'est vraiment le cas. Hein. Je vais pas dire qu'il a le acquis l'armement le plus puissant du monde, mais son acquis de défense, il arrive à avoir un truc. Sentomaru, il est teasé depuis chapitre 511, je crois, un truc comme ça. C'est vraiment dit, c'est vraiment fait. Bon, il a la meilleure défense du monde et il a quand même réussi à atténuer le coup du moins de Kizaru, qui était quand même pourtant assez balèze. Bon, plusieurs trucs à ça. Il connaît bien son fou du démon aussi parce qu'il a étudié et tout avec Vegapunk. Enfin, il y a tout ça autour de lui. Ça fait aussi le fameux parallèle évident avec Garp et Aokiji. Donc vraiment, les amiraux, ils sont dans une sauce. On attend toujours, comme on disait il y a la semaine dernière, on attend toujours le passé de Akainu. Et il y a quoi surtout? Il y a... du coup, c'est quand même important aussi de dire que Sentomaru, il a ordonné à tous les pacifistas et aux Sea Beast Weapons là, d'attaquer. Donc il va y avoir des pertes colossales au niveau de la marine pour montrer à quel point finalement le Gorosei lui s'en fout, il voulait juste atteindre son truc, peu importe les pertes qu'il y a du côté des soldats de la marine. Et à la fin, il y a la lumière en venant d'en bas, quelqu'un est arrivé, quelqu'un de très puissant. Alors ça, cette case, Mama, on va en reparler. Bon déjà, est-ce que Nina, toi t'as quelque chose à dire globalement sur ce qui s'est passé là avec le choc entre Kizaru, tout ça? Pas spécialement, parce que en fait j'ai trouvé cette scène totalement en parallèle entre Garp et Aokiji. De l'autre côté, t'as Sentomaru face à Kizaru et tout. Et puis donc on a totalement les parallèles, donc j'ai vraiment, encore une fois, je me répète, mais hâte pour Akainu ce qu'il va lui réserver et qui l'aura en parallèle. Bon, c'est ça que je veux savoir. Donc j'aime vraiment Kizaru parce que il attaque, mais je sens qu'il est pas comme Garp avec Aokiji. Un peu comme Aokiji quand il voulait pas. C'est toujours la même chose. Voilà. Il y a une certaine retenue. Ça j'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi Sentomaru. Par contre, ça m'a rappelé, tu vois, le passage de Vegapunk. Tu sais, on disait c'est un scientifique qui enlève les sentiments, qui met de côté ses sentiments, ça se voit, ça se sent. Et je me suis rappelé du coup que Sentomaru, il lui a dit tu me défends parce que je t'ai protégé. Tu vois, tu me dois quelque chose. Ouais. Il a pas hésité à se servir de se servir de ça pour demander un service de faire chanter. Il a carrément fait chanter, clairement. Et tu vois, ça m'a rappelé ça. Et de l'autre côté, qui est complètement HS du coup, je sais pas pourquoi ça a pop dans mon esprit en voyant cette scène, je me suis dit, mais sachant qu'on parle toujours du siècle oublié, on parle donc d'oubli. De l'autre côté, on parle ça a été effacé, on parle d'effacement. Je me suis posé la question si finalement, Vegapunk, avec le truc de punk record, est-ce qu'il y aura pas à un moment donné où on va effacer tout ce qu'il avait dans sa tête? Est-ce qu'il y aura un principe d'effacement là aussi de ce côté, à défaut de détruire, mais plutôt d'effacer et de faire que Vegapunk finalement il pourrait finir en plus de cerveau quoi. J'ai tout oublié. Ah ouais, genre le reset, le clean. Ouais, le reset, ouais. Je me suis demandé parce que je me dis, Kuma, je te rappelle qu'il a déposé son cerveau, entre guillemets, tous ses souvenirs dans le truc avec Bonnie. Donc je me dis, est-ce que c'est aussi possible pour Vegapunk? Voilà, j'étais en train de m'interroger sur ça, je suis désolée, j'étais pas là-dessus. Bon, on peut parler par contre de la dernière page, parce qu'elle était intéressante. Ouais, parce qu'en plus, qui Luffy a capté. Pour toi, c'est qui?
Kizaru, Saturne. pour moi c'est évident que c'est Kizaru. Ah, c'est Kizaru pour toi? Ouais, pour moi, je comprends en fait ceux qui disent Saturne. En fait, je comprends la logique et je l'aime bien. J'aime bien me dire que bah évident que c'est Kizaru, du coup c'est pas Kizaru, tu vois. Évident qu'on croit que c'est lui alors qu'en fait c'est Saturne. J'aime bien l'idée. Le problème c'est que moi j'ai quand même en fait, il dit enfin, comment dire? Là, il y a il y a toute la scène qui montre que c'est Kizaru quand même. Ça faut quand même pas l'oublier. On peut penser que c'est un brain, mais il faut quand même pas oublier que il y a la lumière venant d'en bas. Là, on dirait qu'il y a des particules de lumière aussi, un peu similaires à ceux de Kizaru, tu vois. Donc, tu vois, ça peut quand même laisser penser. Ensuite, il dit quelqu'un est arrivé, quelqu'un de très puissant. Donc, il y a une seule personne qui est arrivée. Admettons que qu'il n'ait pas senti Kizaru, mais qu'il ait senti Saturne, ok. Mais ça veut dire Kizaru, il le considère même pas comme quelqu'un de très puissant, c'est-à-dire que pour le coup, c'est vraiment lui qui est arrivé, il a dévoilé sa puissance, il y a la lumière, elle s'est vue, donc sa présence, elle s'est sentie. Mais non, ça va, c'est rien, c'est personne, c'est genre, c'est pas quelqu'un de puissant qu'on note avec éventuellement Saturne, tu vois ce que je veux dire? Donc pour moi, c'est, alors ça pourrait totalement être Saturne, mais j'ai vraiment cette sensation que c'est peut-être rien de plus que Kizaru finalement. Alors, vas-y, vite, finis. Et que du coup, quelqu'un de très puissant, parce que oui, ça reste quand même un mec très puissant, tout simplement. Hein, voilà. Alors, il y a trop de choses à prendre en compte dans ce que tu dis et pour Saturne ou Kizaru. Je t'accorde totalement le fait que, à la première approche, pour moi, quand tu vois de la lumière venant d'en bas, on voit le Sunny, on voit le robot, bah forcément, on pense Kizaru. Je vois pas d'autres moyens de penser autre chose pour ces cases précisément. De l'autre côté, on sait que Luffy a le haki du futur. Ce qu'il faut prendre en compte, on sait que Saturne s'y trouve à côté, et surtout que clairement, la tête de Luffy, quand tu vois sa réaction, tu te dis bizarre qu'il ait une réaction aussi grande pour un Kizaru quand tu vois la réaction qu'il a eue avec un Ryokugyu sur Wano. C'est ça qui est perturbant, je dirais. Parce que quand tu vois qu'il est sur Wano, il en a rien à foutre. Et pourtant, Ryokugyu est bien là. C'est quand même un amiral. Ouais, et puis il était puissant et tout. Ouais. Exactement. Et pourtant, il est en train de bouffer avec ses potes et il s'en bat les steaks. Quoi. Après, pour moi, c'est peut-être aussi un tout d'une situation, tu vois. Genre là, ils sont sur le point de partir. Là, en bas, il y a aussi leur Nakama. Parce qu'en fait, c'est qu'ils sont séparés là. Tout le monde n'est pas. Luffy n'est pas avec tout le monde. Il est seul avec qui d'autre? Il est seul avec Zoro. Non, pas Zoro. Il est seul avec Bonnie, avec Franky, avec Lilith. Bref, ils se sont encore séparés. Attends, il n'y a pas un moment où on le voit. Voilà. Ils sont vraiment que 4. Là, en bas, il sent quelqu'un à très haute puissance quand même. Et enfin, pour moi, lui, là, il sent le danger pour ses Nakama, tu vois. Donc, quelqu'un de très puissant est arrivé, tu vois. Franchement, je t'assure que je suis très partagée sur cette scène. Non, je comprends. Parce que pour moi, je peux être d'un côté, je peux me dire, pour moi, ça peut être tout n'importe quoi qui peut même aller au-delà de Saturne et Kizaru. Hein. Ça peut être même un troisième perso qu'on ne sait pas encore et qui arrive en voyant la guerre. En fait, ça, tu vois, je suis d'accord, mais vu que ça coïncide avec l'arrivée de Kizaru, ça veut dire qu'il n'aurait pas senti Kizaru là-dedans. Ça veut dire que Luffy il aurait snobé Kizaru au point de même pas le mentionner quand il a senti la puissance d'arrivée. Ça, je t'assure que pour moi, ce que tu dis, c'est totalement vrai, à l'exception que j'ai eu sa réaction avec Ryokugyu. Et c'est ça qui me gêne. Comme il y a eu cette réaction par rapport à Ryu, je me dis, c'est quand même bizarre que quand il y a eu... Pour moi, une réaction comme ça, c'est quand il a vu Aokiji pour la première fois, tu sais, sur l'île de Longring Longland. Tu vois? Ça, c'est une réaction comme ça. Aujourd'hui, il revoit Aokiji ou il revoit même Ryokugyu. C'est pas une réaction qu'il a aujourd'hui, la fille, parce qu'il sait comment il est. Il sait c'est Nakama. Tu vois, un amiral, on peut pas considérer que les Mugiwara sont pas capables de le battre après qu'ils aient affronté un Yonko. Donc c'est pour ça que sa réaction me fait dire que ça va au-delà d'un amiral de Kizaru. Ouais, voilà, c'est la sensation que ça me donne. Moi, je comprends parfaitement cette logique. C'est pour ça qu'il y a de quoi être partagé et d'être moite-moite. Moi, je préfère partir sur l'idée que c'est Kizaru, pas parce que je veux que ce soit lui, parce que j'ai cette impression à travers ma lecture que c'est ça. Parce que ouais, après Ryokugyu, ton argument, il est bon. Le truc, c'est qu'on n'a pas vu sa réaction non plus. On a juste vu les Furo qui allaient vers lui. Et sa réaction, on l'a vu qu'à la fin, une fois qu'il y a eu le haki de Shanks. Après, le contexte était aussi différent. Est-ce qu'on doit prendre le contexte du coup? Parce que là, du coup, si vraiment on reprend l'ensemble de ce qui se passe actuellement, comme j'ai dit, Luffy, il est isolé des autres, il est en haut. Tout ce qui, c'est-à-dire qu'il y a quand même une Robin blessée en bas. Les seuls vraiment vrais puissants, allez, c'est Zoro, Sanji et Jinbei, mais peut-être qu'ils sont même pas exactement là, tu vois. Puis il y a aussi le danger de Vegapunk qui doit le protéger, mais finalement, peut-être qu'il va pas le protéger du tout. Bref, dans tous les cas, c'est pour ça que je me dis, sa réaction, elle vient peut-être d'un putain, là, il y a un vrai danger et il faut peut-être que j'y retourne parce que tu sais, ils ont peut-être besoin de moi ou quelque chose comme ça, tu vois. Et en fait, moi, c'est vraiment la
tête de Luffy qui me perturbe. Pour que Louis ait peur, parce que là c'est vraiment... Là il lui a fait les traits avec la goutte de sueur, les gouttes de sueur. Donc ouais, moi les quand gouttes de il sueur, met dans après, une la ambiance... goutte de sueur, on les revoit là. Je te coupe un peu, mais les gouttes de sueur, on les voit là, tu vois. Là, c'est plus ou moins la même scène, sauf qu'en bas, il est étonné, comme ça, tu vois. Ouais, ça me fait vraiment cette sensation de... Tu vois, oh, ce truc de malade, tu vois, qui se tape. Et c'est ça qui me dérange. Moi, je suis parfaitement d'accord avec tous les arguments que tu as donnés pour Kizaru. Hein. Pour moi, si tu regardes la scène dans son ensemble, bah, je vois pas pourquoi ce serait pas Kizaru. Tout est logique. De la lumière venant d'en bas, quelqu'un est arrivé, quelqu'un de très puissant. Bah, c'est exactement ça. Kizaru, ça reste le mec lumière. On se rend pas compte, les vitesses de la lumière, c'est pas rien. Mais c'est juste la tête de Luffy qui me perturbe de... Je suis choquée. Ouais. Et en plus, on voit le visage très blanc, comme s'il y avait le rayon lumineux qui regardait en bas, tu vois. Donc ça donne pour moi la sensation que c'est Kizaru. Mais je reste méfiante quand même en me disant, maybe, ça peut quand même être peut-être le Gorosei. Ouais, non, mais ça peut, hein, totalement. On peut déjà vous dire salut YouTube. Hein. Je sais pas si je mettrai la partie débat parce qu'elle sera peut-être un peu trop longue pour... Mais dans tous les cas, salut YouTube, merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas le like. Voilà. C'est vrai. C'est vrai. Merci Nina.